phénomène d'Hexagone MMA, Théo Ulrich, brille une nouvelle fois de l'entrée au fini jusqu'au discours au micro. Il a enflammé le Zénith de Paris. C'est notre image du week-end et c'était surtout le premier événement MMA de l'année en France de cette année 2025. Bienvenue à tous, que vous soyez abonnés à RMC Sport 1. On est très content de vous retrouver en direct dans ce nouveau Fighter Club Sunday, ou que vous soyez follower de la chaîne Twitch RMC Sport ou nouveau follower. Bienvenue à vous. Le nouveau rendez-vous tous les dimanches 22h30. Tout ce qui s'est passé sur la planète combat en images et interactif avec le chat, avec le hashtag RMC MMA sur X ou Twitter, les amis, et avec des invités que je vais vous présenter d'ici quelques minutes, puisqu'avant ça, on a un magnifique sommaire. C'est parti, on aura Wally Tandia qui sera notre invité sur le plateau, celui qui a également participé à la grande fête du Zénith de Paris avec Hexagone. On reviendra avec des images exclusives sur le combat de Paul Denat et sur le phénomène Théo Ulrich qui continue de confirmer son ascension dans le monde professionnel. On reviendra également à ce qui s'est passé du côté du One, 2 événements avec des KO époustouflants, que ce soit en kickboxing ou en MMA, pour l'organisation la plus spectaculaire au monde. Il y avait également le retour de l'UFC avec un Fight Night qui, sur le papier, n'intéressait pas grand monde, et finalement fallait le regarder parce qu'il y avait des highlights dans tous les sens, des KO, des finishes et un main event qui aura tenu toutes ses promesses avec Mackenzie Dern. On reviendra sur ça en images et on se projettera vers l'UFC 311 qui risque d'être un énorme événement du côté de Los Angeles, avec cette revanche tant attendue entre Makhachev et Tsarukyan et plein de nouveaux combattants qu'on va vous présenter. Bienvenue à tous dans le Fighter Club Sunday. Quel plaisir de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de 2025. Et pour m'accompagner ce soir, je suis très content puisque j'ai la chance d'avoir le créateur de contenu Jalito avec moi dans le canapé. Comment ça va, Jalito? Bonsoir. Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Le chat, j'espère que vous allez bien. En fait, ils nous regardent chez eux aussi, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de te recevoir parce que dans ta création de contenu, que ce soit sur Snapchat ou sur ta chaîne YouTube, déjà le combat, tu vis tout autour de ça. Et très souvent, tu fais des résumés, des débriefs pour les gens, ce qu'il fallait pas manquer le week-end, etc. Et ben tiens, on va accueillir notre deuxième invité, c'est Wally Tandia qui nous rejoint sur le plateau. Tu peux venir. Oh là là, hey, il est venu très bien sapé. Je vous spoile pas, il va arriver tout de suite. Wally Tandia qui est avec nous, comment ça va? En professionnel, en professionnel. Salut les gars, ça va quoi les gars, vous allez bien? Ça va super bien, et toi? Ouais, ça va tranquillement. Écoute, beaucoup de chance de te recevoir à 2 jours de ton premier combat professionnel au Zénith de Paris, Wally. Incroyable. Wally qui était déjà ici et j'en suis particulièrement fier, il y a un peu plus d'1 an. En octobre 2023. Tu t'en rappelles? Bah ouais, obligé, première interview RMC dans la sauce. Ça fait déjà 1 an et demi. Ouais. Ouais, 1 an et demi. Enfin, 1 an et quelques mois, on va dire. T'as fait combien de choses, combien de combats, combien de ceintures depuis cette interview-là? Franchement, j'ai besoin de regarder mon téléphone là. Il y a eu trop d'événements. Tu fais 25, 26? En 1 an, j'ai fait 23 combats. 23, mais depuis. Maintenant, tu te bats tous les jours. Donc Là, non, avant 23, jusqu'à aujourd'hui, 24. J'ai passé mon 24e combat ce samedi. Ouais, mais avant, t'as dit quelques mois avant. Quelques mois avant, enfin j'étais venu en octobre 2023. Ouais. Et je venais de récupérer la ceinture du PEF en septembre 2023. Ok. Et c'était la saison où j'ai pris les 5 ceintures. Donc vas-y, on va dire 28. 28 combats. Allez, on va revenir là-dessus. Donc Wally, c'était le numéro 1 en amateur, la collection de ceintures, l'équipe de France, etc. Il y avait aussi ce voyage avec l'équipe de France amateur, avec Paul Denat, etc. En Albanie, ouais. On va revenir sur ce qui s'est passé le week-end, parce que ceux qui ne te connaissent pas, c'était tes grands débuts chez les professionnels pour Wally Tandia. Donc cette fois-ci, changement de catégorie, tu passes chez 77 kilos. Et on a tout de suite compris un petit peu ce que tu allais amener au monde professionnel. On regarde les images, tu étais gonflé à bloc. N'hésite pas à nous commenter. Là, c'est l'entrée de ton adversaire, Christopher Denat. Mais dès l'entrée, tu avais envie de tout péter, Wally. Ouais, franchement, j'étais excité. En fait, c'était un mélange un peu de tout. Tu vois, l'excitation du premier combat, le Zénith, une salle comble, une fight week de folie. Et ça fait que le mélange de tout, il fait Wally qui rentre comme ça dans le combat. Est-ce que tu as ressenti des choses différentes à tes combats amateurs? Tu as déjà fait des orgas privés, tu as déjà fait des gros shows. Là, c'est un autre adversaire, c'est une nouvelle manière de combattre. Comment tu t'es senti dans la cage? Non, franchement, je me suis senti très bien. Pour moi, en fait, là, El Agila, l'expérience entre guillemets en amateur, elle m'a servi à être vraiment à l'aise, comme à la maison, entre guillemets. Parce qu'une fois que tu rentres dans la cage, en vrai de vrai, tu vois ton adversaire, tu vois l'arbitre, et puis rien d'autre autour de toi, tu écoutes tes coachs et tu sais que c'est juste une performance comme une autre, quoi. Tu vois. Et c'est marrant parce que tu as créé une hype cette semaine. Cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, Jalito. Je voulais parler de ça, moi. C'était la Parce qu'en fait, c'est pas le combat que tout le monde attendait. On a parlé de Landouzi contre Paul Denat. C'était ça, le main event, entre guillemets, du peuple. C'est de ça qu'il y avait le buzz.
Mais en 2 jours, après le premier face-off, vous avez parlé, ça a tout changé. Mais même si je sors du MMA, si tu regardes sur les réseaux, sur YouTube, etc., t'avais un drama entre Chef Otaku et son petit frère. Ouais. T'as eu un drama entre Villebrequin, entre Sylvain et Pierre, ça a fait des millions de vues. Et derrière, tu finissais la semaine, t'avais Tandia, Odena. On va regarder un peu, parce qu'on a quelques images du trash talk que t'avais donné. Pour ceux qui auraient raté ça, regardez un petit peu, ça ressemble à quoi quand Wally Tandia veut vendre le combat face à son adversaire Christopher Odena. Rien à dire. T'as pas de cardio. Premier round, je t'éteins. Je l'éteins au premier round. Il passe pas les premiers rounds. Une manière. Je le KO, TKO, soumission. Finish, deuxième round. Jamais de sa vie. Pression. Mais de finish contre qui? Contre qui? Des pâtissiers, mon ref. Ah ouais? Il faut quoi dans la vie actuellement? Il faut quoi dans la vie? Mais c'est des éboueurs, c'est des pâtissiers. Je respecte ces métiers. Quand je le vois taper comme ça, je me dis, on dirait qu'il s'était fait barber son sac à main, tu vois. Je suis meilleur que toi au sol, je suis meilleur que toi en grappling. Pour de vrai, je suis meilleur que toi. Et même tes amis le savent que je suis meilleur que toi. Comment tu peux gagner contre moi? Moi, je suis au-dessus partout. Alors, est-ce que c'est une marque de fabrique, ça? Est-ce qu'il y a un petit peu de roleplay? Est-ce que c'est ce que t'es vraiment? C'est quoi? J'ai envie de te dire, honnêtement, en fait, tu sais, en fait, le soir même, je parlais avec un pote à moi, on était au téléphone, et je lui expliquais que je comprends pas pourquoi les gens ils sont hypés. Parce qu'en vrai de vrai, j'étais naturel. Genre, ce que je le disais vraiment, je le pensais vraiment. Et j'étais pas là pour faire le show, je savais pas que ça allait être repris, je savais pas que le face-off du lendemain, il allait être encore faire plus de bruit. C'était vraiment naturel. Et les gens, ils pensent que je joue un rôle. Non, c'est juste qu'il y a des moments, je me réveille, je suis sur mon premier combat professionnel, j'ai envie de prouver à tout le monde que je suis une pépite et que je vais tout arracher. C'est-à-dire que j'arrive dans le combat et je l'aborde en affrontement direct. Et en plus, on a Odena qui prend l'affrontement pur. Et du coup, on est face à face. Et là, je lui dis, et petit à petit, l'intensité a fait que de monter. Faut savoir, Pierre Denocens, qui nous fait l'interview à ce moment-là, il nous pose juste une seule question. Pour vous, qui va gagner ce combat? Et pendant 12 minutes de freestyle, ça part en pièce dans la machine. Il a mis la pièce et ça n'a pas arrêté de tourner, je te jure. Mais en tout cas, non, je joue pas un rôle, moi. Moi, quand je suis véridique sur tout ce que je fais. J'essaie pas de plaire aux gens ou plus que ça. Je fais ce que j'ai envie de faire et puis je prends mon kiff. Je prends mon pied, vraiment. J'ai arrêté tout plein de choses pour cette passion, le MMA. Et quand je le fais pleinement et je kiffe. Tu vois, que les gens kiffent, ils aiment bien, ça divertit les gens. Tant mieux. Divertissement, violence, c'est le combo Wally Tangia. Je pense que c'est ce qui a été amené, justement. Il y a eu aussi Dricus Duplessis, le champion des moins de 84 kilos de l'UFC, qui a reposté en story ton face-à-face. Raconte-moi un petit peu ça aussi, c'est un truc de fou. Dricus Duplessis, en fait, en peu de temps, on a réussi à tisser des bons liens. J'ai été chez eux en Afrique du Sud, dans leur salle d'entraînement. Moi, je veux savoir comment elle s'est fait cette connexion, parce que c'est très. Cette connexion, en fait, elle s'est fait gros big up à Hugo Guillon, combattant MMA, qui va très vite revenir sur circuit, qui est le sparring partner de Duplessis. Et il m'a fait la connexion avec le coach. Il lui a présenté mon parcours amateur. Et il expliquait au coach, t'es un combattant en France qui a fait 23 combats en une saison. Le coach, il était en mode... il a fait en combien de temps? En une saison. Il a fait combien de combats au total? 32 combats. 2 ans, tout... Dis-lui, viens. Et puis, je suis venu, il m'a accueilli à bras ouverts. Lui et Duplessis, ils m'ont vraiment apporté... ils ont voulu vraiment apporter quelque chose à mon style. C'est-à-dire que chaque jour, on était à l'entraînement, ils cherchaient à peaufiner mon style, à me corriger. Et puis, c'est ce qui fait la relation qu'on a actuellement, quoi. On avait de la chance parce qu'à Hexagone MMA, on avait Romain Pougeot qui était en inside. On était au plus proche de Wally Tandia juste avant ce premier combat professionnel. On va regarder un petit peu comment tu te motives avant comment, parce que c'est particulier. Alors, ça a ouvert les portes. Le stress est un peu différent ou pas du tout? C'est la même chose? Carrément, c'est plus à l'aise qu'en amateur. Sérieux? Je te pensais, en fait, on est dedans depuis mercredi. Ouais. Je veux dire, je suis à l'hôtel depuis mercredi. Tu viens, c'est encore plus simple, je te jure. Voilà, je suis max. Je suis rentré dans la cage, j'ai vu chuter et tout. Là, je suis excité. Au niveau du poids et tout, carré. Ouais, franchement, très bien. Ouais, voilà, finalement, t'étais dans ton cocon, il a pas l'air perturbé, Angelito. Non, pas du tout. En plus, je lui pose la question, je savais pas qu'il y avait une caméra. Je te jure que je savais pas qu'il y avait une caméra. Participer au contenu RMC Sport, merci. C'est ça. Non, en vrai de vrai, pour de vrai, la Fight Week, elle commence depuis mercredi. D'habitude, en amateur, on a l'habitude d'arriver le jour du fight. T'arrives à l'hôtel, check médical, pesée, réhydratation. Ensuite, tu as le Media Day, tu récupères les gants, tu vas te changer un peu, tu fais ta petite sieste, et le soir, tu dois combattre. C'est-à-dire que tu enfiles tout ça en une journée. Et une fois que tu as enfilé tout ça en une journée, quand tu le revois sur plusieurs jours, limite, tu as du temps de repos. Tu vois. En plus, à l'hôtel, on avait une ambiance vraiment familiale avec Hugo, Polo et tout le reste des combattants.
On était vraiment, que ce soit les coachs, les autres adversaires, les Brésiliens. Mais à un moment, il y a une petite anecdote. Je croise un adversaire, un Colombien dans le couloir ou un Américain, je ne sais pas qui était sur la carte. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Il y avait Ruiz qui était vénézuélien et je crois que Macedo qui est brésilien. Ouais, je pense, voilà, en tout cas d'Amérique latine. Ouais. Et puis je le vois, je lui parle en anglais. Et il y a un monstro qui est juste à côté, Christopher Odena. Et il aime beaucoup utiliser Let's go baby, etc. Dans sa tête, c'est un Américain. Ouais. Du coup, je vois le Vénézuélien, je fais un monstro. En gros, ce gars, c'est un Américain. Il regarde, il fait non, Cuba. Le gars, il comprend rien du tout. Le monstro, il part dans son délire, il parle avec lui. J'ai fait, ah ouais, non, t'es vraiment un Américain. Et on l'a laissé dans son délire. Mais tu vois, la Fight Week, elle était vraiment cool. Et à l'hôtel, c'était détente. Je me descendais le matin, pancake, petit Nutella. J'attendais le combat avec impatience. Et puis, ça s'est déroulé comme sur des roulettes, quoi. On va regarder étape par étape. On était juste à côté de toi. On va regarder les premières minutes juste avant le combat. Juste avant, là, tu étais au vestiaire. Je pense qu'on te mettait les bandes. Là, normalement, tu commences à t'échauffer. Toujours Romain Pougeot qui était à la cam. Voilà. On y va. C'est bon ma gueule. C'est pour nous. Ouais, merci. Ah oui. Vegas, personne ne nous arrêtera. Alors, tu l'avais pas vu cette Non, caméra je te jure, je l'avais pas vu, je l'ai vu à la fin, quand il m'a montré comme ça et je lui ai montré ma paire de lunettes Vegas. D'ailleurs, il y a un jeu concours qui va arriver pas mal dans une semaine, peut-être 2 semaines, on ne sait pas, on verra quand est-ce qu'on va le mettre. Et je ferai gagner une paire de lunettes que je porte là, actuellement. Bah, moi, je valide que les lunettes bleues, ouais, tu connais, hein, c'est une marque de fabrique, donc je regarderai ça, Non, on va franchement, rester branché. Donc là, on sort de ton vestiaire, il y avait tout ton coin, etc. On parlait de cette motivation, on parlait du fait que tu étais excité, ça se retranscrit même dans l'échauffement, parce que c'est Johnny qui est obligé de te calmer un petit peu. On va Ouais, regarder. ah ouais. C'est bon. On peut monter encore. Là, on va faire monter le cœur. Et après, tu laisses passer. Et après, c'est que des réglages techniques. C'est bon? On fait derrière, on fait. Mais Johnny Frochet, C'est head le- coach de l'US. On C'est t'en le- perd un peu. C'est le boss qui pense être. Il a trop le truc du patron. Tu vois, Je sais pas si il a tu verras ça, l'aura. tu vas voir ça. Ouais, là, Je c'est sais pas si toi. t'es déjà passé pendant les entraînements, pendant les trucs. Ouais, si, parfois. ouais. Il a le truc de. C'est le patron. Ouais. Tu peux pas. Bah franchement, tu vois, je sais pas si t'entends à la fin, je dis quoi? Non, j'en fais encore une derrière. Parce que j'étais chaud, j'avais besoin de donner. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup fougueux, qui a beaucoup d'énergie. Et j'ai besoin d'être canalisé à des moments. Et des fois, j'ai besoin de donner. Donner pour calmer un peu et mieux entendre, mieux comprendre. Tu vois, ça fait que, généralement, en début d'échauffement, quand je m'échauffe, c'est limite, j'ai fait un combat, quoi, tu vois. Ouais. C'est ouais. pour ça que je rentre dedans direct. Après, ça donne un ensemble. C'est qu'on a cette excitation avant combat, on a cette entrée qui est juste incroyable. On se dit, la salle, elle va exploser. Il est carrément en train de tourner le clip de la chanson. Mais c'est incroyable, il y avait les deux copes, ils se répondaient et tout. Franchement, j'ai kiffé, moi. L'ambiance, elle était cool, hein. Ouais, de ouf. Il y avait les mecs du 9-4 là-bas, il y avait les mecs du 9-1. C'est pour ça que je fais que dire aux gens, rejoignez le COP. On a le meilleur COP de France. On l'a montré depuis un moment. Et venez passer un bon moment, parce qu'en vrai de vrai, c'est une ambiance un peu... C'est à nous de créer l'ambiance du MMA, maintenant, en vrai de vrai, tu vois. Ouais. Dans le foot, on a une sacrée ambiance. Maintenant, nous, on va s'ériger en tant que numéro 1 du meilleur COP français. Et puis, on invite tout le monde à rejoindre, qui viennent de la Provence, qui viennent de l'Île-de-France. Tout le monde est bienvenu. Ouais, le public français, on a une carte à jouer là-dessus. On va regarder, on a une interview exclue de Johnny Frochet aussi encore sur ce combat. On a que du contenu que vous n'avez pas vu, les gars. Il y a plein de trucs, ce sera que ici. On regarde ça tout de suite. Wally, il a fait un combat dur contre un adversaire qui s'est révélé plus dur que ce que beaucoup pensaient. Moi, je le voyais déjà très dur. Et donc, belle prise d'expérience pour Wally, belle prestation pour son adversaire. Et les coachs du club ont appris à avoir. On ouvre une cagnotte pour la voix de Johnny Frochet, bien évidemment, parce que quand t'as fait 3-4 ans de la même soirée, l'interview de fin de soirée de Johnny Frochet, c'est que ce qui reste de ses cordes Je te jure, je sais pas comment il fait. Il donne tout, ses tripes, même quand il a plus de voix, ça doit être un calvaire. Mais franchement, il donne du cœur, ça se voit qu'il kiffe ça. Et franchement, Johnny, gros big up à lui.
Et on C'est disait, incroyable. toi, hyper actif, tu fais une saison avec je sais pas combien de combats. Jalito, t'imagines si on devait calculer le nombre de corners à l'année de Johnny Frachet? Impossible. Parce que déjà, Il il en bat le fait record en France. 3-4 par. C'est le coach le plus actif en France, c'est sûr et certain. C'est sûr une et dinguerie. certain. Il est sur tous les événements. Tous les événements français, il les a fait. On continue, Wally. On t'a préparé une petite surprise aussi. Forcément, quand tu viens, t'es gâté. En plus, ça faisait Non, longtemps que t'étais pas venu. Fallait que je te Ça mette fait petit un peu an, bien. bah ouais. Ça a J'espère que bien j'ai évolué. été On a accueilli. laissé grandir Wally en un an. Vous regarderez. Bah, tiens, si vous voulez vous faire des archives, qui regardent le replay de l'interview qu'on a fait. Dans la il y a un an. sauce. Et franchement, ils comprendront un peu la mentale en plus. On expliquait tout entre guillemets le plan de carrière. Et c'est ce qui se réalise de plus en plus et même encore mieux que ce qui était programmé déjà. Et justement, pour compléter cette boucle et revenir sur ton premier combat pro, je pense qu'il n'y aurait pas eu toute cette hype si tu n'avais pas eu un bon antagoniste. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on a ramené Christopher Zena en visio. Non, parce que je vais être très honnête avec toi. Moi, je suis toujours en train de pousser pour la démocratisation Non, du c'est MMA, vrai, bien la sûr, bonne image. Vous avez réussi à mettre le popcorn qu'avait ramené Christopher sur l'avant-combat, à vous chauffer et à terminer, je pense, dans l'ambiance la plus saine et paisible. Déjà, comment ça va au Monstro? Ça va, on est là. Bigotena. Oh, let's go, baby. Et la première question, c'est est-ce qu'on continue à t'appeler au Monstro ou est-ce qu'on valide le nom de l'ancien maintenant? Je sais pas. L'ancien. Ça passe par les deux maintenant, c'est l'ancien ou monstre. L'ancien. Non, justement, je voulais avoir cet échange entre vous deux pour savoir, voilà, comment est-ce que vous avez construit ce show et qu'est-ce que vous êtes dit sur la toute fin quand vous prenez dans les bras à la toute fin du combat, voilà, comprendre un petit peu mieux comment on arrive à être quasi tête contre tête. Bon, si on fait un screenshot, il y a carrément un moment où c'est un bisou, on va pas se mentir. Ça a trop tourné, ça. Non, c'est pas un bisou. C'est un glissement. On se touche. Le screen, il est bizarre. C'est Non, l'IA, ouais, c'est ouais. l'IA. C'est l'IA, les gars, c'est l'IA. Non, mais ce truc, il a trop tourné. J'ai vu des trucs avec 2000 retweets. Sur des comptes, Nina de l'UFC, elle a repris. Ouais, des- les capots, ça. Ouais, truc laisse de ouf. tomber. Et c'est comme ça, c'est le début de l'histoire. Mais tu vois, il y a ce truc-là, vous parlez, alors il y a de la vanne, je trouve ça va, vous dépassez pas trop les limites, je pense pour vous deux, vous serez d'accord là-dessus. Mais on a vraiment, après c'est dire, parce que vous envoyez quand même des sacrés coups de couteau, des coups de genoux où tu rebondis, etc. C'est quoi les premiers mots qui viennent quand vous prenez dans les bras, justement? Bah, je le laisse commencer. Ah, respect, bien joué. Et voilà, et c'est un mec solide, Wally. Hein. Mais toi aussi, t'es un mec solide, frérot. Non, franchement, en vrai de vrai, c'est que j'ai respect. Moi, directement, dès la fin, on était là et on était dans une bonne ambiance. En fait, c'est limite comme si on s'était compris sans avoir discuté au préalable. Il n'y a rien qui a été monté, c'était tout fait sur l'instant T. Et bon, à la fin, c'est tout redescend. On a fait une belle guerre. On est content chacun de sa performance, entre guillemets. Et on repart grandi de l'histoire, entre guillemets. On ressort grandi de ça. Et puis, c'est que du bon pour nous et pour le sport, quoi. Christopher, on le disait avec Wally avant de t'avoir. Bon, et tu le dis toi-même, t'es un peu un Américain hein, dans l'esprit, tu es américain. T'as fait ce show à l'américaine et c'est comme ça que tu voyais le truc, toi aussi? Ouais, franchement, je le voyais comme ça. En plus, c'était l'adversaire parfait, je pense, pour faire ce show-là, tu vois. C'est vrai, ouais. Vrai de vrai, on va pas se mentir, tu vois. C'est l'adversaire parfait pour faire ça. Et je pense que tout était bon. Tout était bon, on avait tout prévu. Tous les ingrédients, ils étaient au menu. Le public, il s'est régalé. Franchement, qui ne s'est pas régalé durant ce week-end? Mais moi, en fait, je vais être très honnête avec toi, je me suis dit, je connais les deux, hein, je vous connais, je connais vos histoires, etc. Je me suis dit, j'espère que ça va pas partir mal. Et en fait, vous avez tellement bien fini, je me suis dit, mais je pense que là, le MMA français vient de gagner quelque chose. Ouais, franchement. Vous montrer qu'il y avait Un professionnalisme. on pouvait chauffer, on pouvait même aller jusqu'à tête contre tête, mais avoir cette limite, ce respect, et une fois que tout redescend, tomber dans peut-être les images qu'on préfère, je pense, dans ce sport, Jalito. Exactement. Moi, j'avais peur un petit peu que ça parte un peu en cacahuète, tu vois, parce que on va dire que si tu connais pas vraiment le fond de la personnalité de Wally ou de Monstro, tu vois deux mecs comme ça, vraiment en mode virulent, ça parlant, tu vas aller me chercher une canette, tu vois. Tu te dis, mais en fait, en vrai, là, après le face-off, là, lui et ses potes de son quartier, peuvent faire une dinguerie, tu vois. C'est vrai. Mais je savais que c'était son premier professionnel, mais c'est un professionnel dans le fond. Et l'ancien, au Monstro, comme il veut, c'est un professionnel aussi, que ça allait rester que dans le divertissement. Et c'est ce qu'on veut. Exactement, bien sûr. Le sport, tout le monde en sort grandi, et même le public, nos publics respectifs, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que au bout d'un moment, on se respecte, on est des combattants, on est censé être professionnels, et puis on avance dans ce sens. Et nos supporters, entre guillemets, qui nous supportent, nous aiment autant, et du coup se donnent à cœur vif d'aller dans l'autre sens. Et voilà.
Vous voyez, Christopher, il assume son statut d'américain parce qu'il y a carrément des paparazzis derrière lui pendant qu'on est en train de l'interviewer. Non, Christopher, l'expérience a été bonne. Moi, je me dis pour Wally qui vise Vegas, commencer avec un américain, normalement, c'est parfait. Ça y est, Non, c'est magnifique. Franchement, Wally est très intelligent. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Au-delà du sport, il est très intelligent. Toi aussi, je te retourne le compliment. Voilà, donc ça s'est fait, naturellement. Tout s'est fait naturellement. On n'a rien monté. On ne s'est pas connecté pour se dire, ouais, viens, on monte le show ou quoi. On l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et en fait, on est arrivé là où tout le monde a gagné, en vrai de vrai, tu vois. Mais je crois que c'est ça qui a intéressé les gens, c'est que c'était réel. Ça se voit que c'était pas monté. Tu vois, tu regardes à la fin du fest, t'étais un peu énervé, lui aussi. Vrai, tu vois, c'était c'était réel. réel. Tu montes en tension, limite, pas tu te perds à ton propre jeu, tu peux te perdre à ton propre jeu. Mais tu montes tellement la sauce sur le moment, t'es en face de ton adversaire avec qui tu vas te taper demain. Ouais. Ça te monte là, tu vois. Et puis, t'es obligé de gérer la situation parce que quand même, on est des combattants professionnels, tu vois. Non, bah, franchement, merci en tout cas à vous deux pour ça. Merci Christopher d'être passé. Attends, Christopher, bah oui. Attends, je l'ai pas oublié, Christopher. Toujours. La canette. On va la commercialiser. Tu dis on va en produire, on va la commercialiser. Mais moi, à la limite, franchement, si je veux que ça se finisse bien, je vous ramène des canettes pour tous les deux. Bon, y a pas de souci. Non, merci Christopher en tout cas d'être passé. Merci frérot, bon courage. Merci beaucoup. Merci les gars. gars. Plaisir. Donner de la force à Christopher Odena au Monstro qu'on va Allez revoir vous abonner, sur les cartes d'Hexagone, bien évidemment. On a gagné, hein, je le disais après cet événement, on a gagné des nouveaux personnages. Christopher Odena, ça en fait partie. Je pense que ça a été l'antagoniste parfait pour tes débuts professionnels. Ouais. On continue sur Hexagone parce que tu sais, tu n'étais pas tout seul sur cette carte. Sur la carte, ouais, c'était une belle carte, franchement. En tout cas. Alors, je ne sais pas si tu as pu tout voir du bon angle, etc. Parce que toi, entre le combat, l'échauffement, etc., on va enchaîner avec Théo Ulrich, qui, selon moi, même selon nous, au sein de la rédaction, a peut-être été la grosse confirmation aussi de cet événement-là et qui commence lui aussi à affirmer un petit peu son personnage. Ça s'est passé en plusieurs étapes. C'est, pour moi, maintenant on peut le dire, c'est un phénomène chez Hexagone et ça commence avec cette entrée en hommage à Walking Dead. Incroyable. Le divertissement qu'on aime. C'est ça qu'on veut en fait. Incroyable, je te dis l'entrée. Ça, c'est dommage à j'ai vu là-haut les zombies. Bah, c'est ça que j'allais te demander. Toi, tu l'as vécu ça ou pas? Moi, j'ai vu là-haut les zombies. Il fout quoi ici? Moi, après, c'est quand j'ai vu l'entrée que j'ai compris. Il m'avait prévenu, moi. Ah ouais? Il m'a dit, elle filme bien l'entrée, elle va être légendaire, c'est du jamais vu dans le monde. Tu vois, un mec qui te dit ça, tu le crois à moitié, mais en vrai, c'est vrai. Il a fait un truc jamais vu. Personne l'a fait. Ouais. Bon, on a de la chance qu'on peut faire des trucs comme ça. À l'UFC, tu peux pas. Mais il a fait un truc qui a pété à l'international. Ça en parlait au Canada, aux États-Unis. Moi, j'ai kiffé. Ouais, visage fermé, les zombies derrière, là-bas, les gaz, incroyable. prêts à abattre. Ouais, et vraiment. tu vois, en fait, tu as tout le contexte qui se met avant combat, et après, on va regarder ce qui s'est passé dans le combat pour Théo Ulrich, parce que c'est un peu le prolongement finalement. Alors, pour la petite histoire, il a affronté Ruiz qui avait déjà un peu infligé une défaite à l'un des bons prospects du MMA français, c'était Axel Alfandari au KOF. Axel Alfandari qui avait battu Ulrich en amateur pour réécrire l'histoire, on les a opposés cette fois-ci, et on allait voir si Théo Ulrich allait passer le test de Ruiz. Et on regarde le combat, toujours dans son style propre à lui. Je te mets dos à la cage et je m'arrête jamais. Théo Ulrich s'impose avec un nouveau finish au sein d'Hexagone MMA. Il fait des débuts professionnels parfaits en 4-0. Il a une taille exceptionnelle pour sa catégorie, hein. Il est immense. Et c'était peut-être pas le talent amateur qu'on attendait le plus au tournant pro. Mais finalement, dans cette bascule-là, c'est un de ceux qui réussit le mieux, tout simplement, Théo Ulrich. Et là, moi, j'ai envie de dire... Allez le soutenir maintenant, c'est maintenant qu'il faut le suivre, sinon vous serez en retard. Je pense que c'est l'un des prochains combattants à suivre parce que ça va très très vite pour Théo. En fait, en vrai, là, il est quoi, à 5-0 ? Il y a des mecs qui sont rentrés à l'UFC à 5-0, des Américains, des trucs comme ça. Ils ont fait les Dana White Contender Series, etc. en pro. Les Talbot, tout ça, ils sont rentrés très tôt. Tu vois, c'est exactement ça. Donc je pense qu'en vrai, s'il continue comme ça à être actif, il est jeune, il a quel âge, Théo ? 22, c'est 24, 25. Ou alors il vient d'avoir 25, quelque chose comme ça. Ok, c'est encore super jeune pour du MMA, tu vois. Donc ça, c'est la confirmation de ce week-end. C'est lui. Vraiment pour lui, et même c'est le fight of the night pour moi, tu vois. Et je pense que pour l'avenir, va falloir vraiment compter sur lui. Et je pense qu'il va représenter la France au niveau international aussi. Ouais, puis il y a la manière, il y a les finishes. C'est marrant parce que c'est pas forcément le plus loquace, c'est pas celui qui est le plus sur les réseaux, etc. Mais avec les performances, avec aussi
cette image qu'il est en train de construire autour de Walking Dead, autour de celui qui assure aussi par le résultat dans la cage, bah, moi je trouve que c'est en train de se construire en fait. Moi, je pense au bout d'un moment, pour les combattants, en fait, les gens, ils ont trop un exemple typique de faut parler, faut. Non, il y a des combattants qui vont briller uniquement par la performance, d'autres par leur personnalité extérieure, et c'est par rapport à ce que t'es réellement. Ne deviens pas ce que tu dois pas être, sois comme t'es et kiffe comment tu vis ta passion. Et je pense qu'il joue pas un rôle, et c'est ce qui fait son authenticité et que les gens s'accrochent à lui. On va regarder, hein, parce qu'en plus de ça, Théo, alors c'est beaucoup de violence dans la cage, mais c'est aussi des discours super touchants au micro juste après le combat. Jalito sera d'accord avec moi. C'était mon moment préféré de la soirée. Et ben on regarde, c'est les séquences émotions. Un grand merci à la Old School Academy, mon coach Gaëtan Hurtel. Ma mère aussi est là. Et juste une chose, j'ai un pote à moi qui aujourd'hui il combat bien plus, enfin il combat un combat bien plus dur que le mien. Il combat le cancer. Voilà. Clément, force à toi et tu vas battre ce putain de cancer de merde. Bravo, bravo, bon courage. Merci. Je suis faible. Je te jure que même moi, je revois ça, ça me... Moi, je te jure, à chaque fois, ça me met dans... Parce que je suis un... Bref, mais incroyable, franchement. C'est pas lui qui en le dira le plus, mais je vais raconter l'histoire pour vous. Théo Ulrich, c'est le grand frère d'une très grande famille, élevé par sa maman, et c'est pour ça que la voix craque tout de suite quand il parle de sa maman qui est dans la salle. Derrière, on sait qu'il veut s'occuper de toute sa famille. Il vient de gagner un combat, encore une fois, avec la bannière. Il pense à son ami qui est malade. Enfin, franchement, reste comme t'es, Théo, et puis soutenez ce mec-là, parce que c'est juste parfait, en fait, pour le sport, ces images-là, ces personnages-là. Même le courage qu'il a pour prendre le micro, parler comme ça, sachant que c'est difficile pour lui de s'exprimer et tout, c'est franchement... Et là où tu vas voir le mindset que le mec peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, on traînait un petit peu sur son compte Instagram et regardez ce qu'il a posté aux stories. Où il était samedi, où est-ce qu'il était dimanche, Théo Ulrich. La réponse, elle est très simple, c'est sur son Insta, regardez. Il est comme ça aussi un peu, non? Il est déjà de retour. Ah oui, l'entraînement, c'est la clé numéro 1 pour performer. Tu es obligé, en fait, sans un jour d'entraînement, 2 jours, tu commences à sentir le manque. Quand tu es surtout un combattant actif, on a besoin de canaliser cette énergie. Il faut aller à l'entraînement, et surtout si on veut performer à l'avenir. Parce qu'on dit, mais on voit des mecs comme Saladin Parnasse, ils ont performé, ils performent, mais ça fait 10 ans qu'ils charbonnent. Et si on veut, entre guillemets, demain arriver à ce level up là, bah faut charbonner, il n'y a pas de secret. Pas de ralentir pour Théo Ulrich. On vous avait donné des petits bonus popcorn pour Walid Tandia. On vous a préparé un insight spécial sur Théo Ulrich. C'est des images exclues RMC Sport. C'est encore une fois Romain Pougeot. On se régale et on se regarde tout ça. Et après, on revient ici juste après. À chaque fois, c'est toi qui fais mes bandes. La dernière fois, c'était moi aussi. Pour l'instant, tu me portes chance. T'as pas besoin de chance. Petit round de 3 minutes, c'est bon. Lui, il veut ma perte. Faut jamais. C'est ça. Mais le round là. C'est faux, il crache sa perte. Il coule à sa perte tout seul, regardez-le. C'est bon, il est dans son rôle. On a besoin de lui pour le temps. Le jeu, il va le chercher. Inspire. Hop, 1, 2. Ce travail de préparation, d'incertitude. Je pique avec le clap. Inspire, expire. Magnifique. Mets la pression. Et attendez. Visuellement, là. C'est un réel kiff. Franchement, merci mille fois. Merci à la maquilleuse. Merci à vous. Franchement, j'espère refaire ça avec vous, hein. Mais dans une salle encore plus grande. Attention, parce que je sais pas si tu sais ce qu'on fait, on fait pas que du maquillage, en fait, c'est des événements grandeur nature. Dans la boîte? Dans la boîte. Il avait la tête dure, le petit Ruiz. Hein. Ouais.
Ou alors c'est toi qui te ramollis, tu vieillis. Non, il est là. Par contre, Chakazoulou, il a pas fini. Tu sais que. Un combat sur deux. En fait, on l'a surdosé, c'est. Tu sais que rien dans le sac. sur le genou, je pensais qu'il tombait. Il était bon le Je genou. il est tombé. Les deux, pour moi, les plus grands, je crois qu'ils sont tombés. Ouais, moi Ah, mais je t'ai dit, ça c'est des bonhommes, c'est mais t'as vu, tu vois sa tête en fait, il tombe filé. Je peux pas. Du coup, il remonte. Et à un moment, il y a une séquence de grande pente, c'est. Mais j'ai cru qu'elle allait se relever encore. J'ai J'ai cru qu'elle allait se relever. J'ai dit, wesh, il veut Non, pas pas s'arrêter. maintenant, pas premier round, pas maintenant, allez. Non, mais t'as vu tout le schéma défensif sur les défenses de lutte, etc. Mais- Ça a fonctionné, ça l'a pompé, c'est de la Tu sais que quand il m'a pris un lutte, j'avais zéro stress. Ouais, ouais. Je savais. Mais ça se voyait, ça se sentait, tu sais qu'il était là. Non, vous faites pas les malins, genre j'ai vu Amaury et Baptiste dans le coin faire un silence radio. Non, sur les défenses de lutte. Si en fait. L'appréhension, c'est non, ça va pas. Moi j'ai fait 5 ans. C'est pour ça quand j'ai vu les gens qui étaient comme ça collés, lui il était comme ça, j'ai fait. Même quand j'étais assis, j'étais. Ma panique, Ah non, c'est propre, bah tout. Tu sais qu'il était, il était comme ça. Tu sais quoi, quand il est comme ça. Il a pris des bras arrière en bout de course, c'est bien, 2-3, ça va pas. Il y en a un, je sais pas si c'est sur fin de premier round, il en a mis un, Théo. Mais en fait, c'est vrai, là, tu la ravages. Dans les coulisses du Hexagone MMA, bien évidemment, dans le Fighter Club Sunday, encore une série d'images exclusives sur la victoire de Théo Ulrich. Mais c'était pas non plus le seul à jouer très très gros sur cet événement, puisqu'il y avait le dernier combat amateur du combattant qui est devenu star des réseaux sociaux, Paul Denat. Est-il déjà prêt pour les professionnels? On va regarder comment il s'est préparé pour ce très très gros combat face à Alan Landouzi. Ça va être explosif, je suis sûr. Ouais, donc voilà, on était sur les premières minutes d'Hexagone. Avant, c'est la répétition générale. On prend un petit peu la température dans la cage. Ensuite, on s'échauffe aux pattes d'ours. Pour Paul, qui avait l'air aussi gonflé à bloc. Alors, je sais pas, toi, Wally, tu devais être pas très loin. Je sais pas si vous avez pu échanger vraiment avant le fight. On a échangé avant le fight et quand il est parti dans le fight, moi, mon échauffement, je l'ai stoppé. Et je suis parti regarder son fight par le corner de la ville du haut du Zénith, là. Et je regardais, j'étais à fond dans le fight. J'étais obligé. Ouais. Les deux, je les apprécie très bien, mais Polo, il est dans mon club, on se voit tous les matins, généralement tous nos combats ils tombent ensemble. Et puis c'est mon gars, Polo Pogba. C'est Laurent Lapillus qui vient saluer. Cadette à la main. Je vous ai dit distribution générale. Ouais. Et là, il y a l'entrée. Jalito, je te lance. On était sur le combat amateur le plus hype en France. Ouais, largement. Je pense que ça joue entre Wally et Maïdine. En termes de level, franchement, en termes de bruit, etc. En termes de buzz, de toute façon, nous, buzz, on reste sur 2024. 2024, ouais. C'est le combat de l'année. Mais ce qui a surclassé, on va pas se mentir, Polo et Alan en termes de level, moi, bien sûr, mon level, il reste haut, mais celui de mon adversaire, à ce moment-là, il n'était pas aussi élevé que celui d'Alan ou celui de Paul, quoi. On regarde les images justement du combat. Tu peux y aller, Tristan, régale-nous, parce qu'il y avait du très très gros niveau dans la cage. Alors ça, c'était une autre personne, mais lui aussi, il était pas mal aussi. C'est notre ami japonais. Ça, c'est Mathieu Eto'o, du coup, c'est pas grave. On va revenir sur nous, les amis. Ouais, bon, non. Mais oui, il y a eu un petit drift en régie, ça arrive, les amis, c'est la première de l'année, on revient tranquillement. Le divertissement, on voit la mise au sol de Polo. Donc, combat amateur ultra hype, pas forcément favori pour beaucoup, Paul, en rentrant dans la cage. Et il a failli climatiser tout le monde au premier round. Incroyable. Mais déjà, quand il tente le premier takedown, je vois Landouzi sur son dos, je me dis, mais attends, il y a un problème là, c'était pas ce qu'on m'avait vendu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que Landouzi, c'est full lutte, c'est son style de lutter. Et que Paul l'ait surpris en le mettant sur son dos comme ça, dès le début du combat, moi, franchement, je suis redevenu hype pendant le combat, tu vois. Ouais. Mais comme on a dit, des fois, il faut faire les contraires. En fait, un lutteur, des fois, ça déjoue les chronos directement. Et le mec, il sait pas quoi faire. Parce que c'est lui qui a l'habitude de passer le round à lutter l'adversaire. Et Polo, il a fait une masterclass sur ce premier round. Incroyable. Alan, il a passé le round sur le dos. Et en plus de ça, Polo qui prend son dos, qui renverse. Non, c'était. Il y a risque d'étranglement très tôt. On s'est dit. En fait, là, on vient de voir le Ushimata sur la tentative de takedown. Incroyable ce contre. On le disait avant le combat, Paul, il a un peu ce truc hit factor. C'est que genre, on l'a attendu, les gens pouvaient dire sur côté, c'est que hype, c'est un amateur, c'est les réseaux, machin. Une fois, on l'attend, Parc des Expos, Colmar, KO 5 secondes. Là, on l'attend face à Alan Landouzi, qui est censé incarner son pire cauchemar. Je vulgarise énormément. Non, c'est vrai. Mais au final, je sais pas, il y a peut-être qu'il se galvanise avec ça. Je sais pas. Exactement. Moi, Polo, c'est ce que j'ai dit, que j'étais avec Alex. Moi, j'ai dit à tous les gens qui me posaient la question par rapport au combat, je vois Polo, il va gagner le combat.
Parce que Polo, c'est quand il est outsider qu'il est meilleur. En fait, quand les gens ils commencent à négliger Polo, c'est un mec qui va charbonner et il a besoin de personne. Il va tout droit, il se met dans sa bulle, et quand il se met dans sa bulle, il rentre en mode Super Saiyan. Quoi. Non, mais là, pour moi, il a prouvé. Là, il a fait taire tous les gens qui pouvaient douter de lui. Après, il y a des gens qui vont toujours dire ouais, c'était un scandale, c'était un vol, mais c'est... En fait, j'ai regardé le combat. La décision est logique pour moi. On boucle la boucle amateur du coup pour Paul Denat, puisqu'il avait annoncé que c'était son dernier combat amateur qui forcément a attiré beaucoup de monde. Paul Denat qui a un profil qui est très suivi. On va regarder qui l'a félicité juste après ce combat. C'est des visages qui sont normalement assez connus, mais si vous ne les reconnaissez pas, on vous expliquera après. Comme ça, tu vas faire le troisième round comme c'était le premier round. Dans le dur, limite tu voulais abandonner. C'est donné, merci frère. Pareil. Ils sont magnifiques ces images du double champion KSW Saladin Parnasse quelques semaines après son grand événement Paris La Défense Arena qui vient féliciter Paul Denat mais qui vient aussi lui remettre les idées en place. En fait, en vrai, ce qu'il dit, il est en train. J'étais assis juste derrière Salah pendant le combat. Et du coup, il n'a pas menti. Il disait ça quand, par exemple, on parle pendant le combat et tout. Il disait la même chose. Genre les mêmes conseils qu'il a donnés et tout. On sent l'expérience quand même quand il parle. Des vraies analyses, Des éloges, des félicitations, mais attention à ce attention, troisième, tu ne refais pas ça. Il est intransigeant en fait avec tout ça là. Ça là, tu peux faire un putain de combat, mais là, le moins de défaut qu'il a vu, il va te le dire. On va voir. C'est son moteur, tu vois, il est comme ça même pour lui-même. Ouais. Et justement, c'est ça que je veux mettre en évidence, c'est qu'il était aussi félicité par d'autres combattants, Paul Denat. On regarde tout de suite. On rentre dans l'histoire, on est arrivé jusqu'au bout. On a dit qu'on allait passer pro, on passe pro. Et on arrache. C'est qui si c'est pas lui? C'est qui si Attends mon frère, attends mon frère. Attends mon frère. On va le faire. Bien joué mon gars. Désolé. On va le faire. C'est qui le faire? C'est la lutte qui est dans ce même gueule. Rappelle-toi de ça. Les gens, tu vas maîtriser les gars. Il est dur, il est fort. T'as gagné. T'as été la chercher, c'est des combats comme ça qu'on va chercher. Il a dit quoi? C'est le boss. C'est dingue parce que toi, on dirait qu'il te transmet le relais. Genre, t'es juste après, il va combattre. Mais les images, là, encore une fois, de Johnny avec Paul, elles sont touchantes de ouf. Comme si. Je dis pas que Johnny ne s'y attend pas, mais Johnny, il a l'air encore une fois subjugué par ce qu'est capable de faire Paul le soir du combat. Exactement. Est-ce que tu as vu comment il a célébré quand il y a eu la décision? Non. Faut voir les images, je sais pas si vous les avez ou pas. On va demander, Tristan, il va te sortir ça. Ah ouais? Ouais, il t'a montré. Tu sais, les photos quand il marque le but à la dernière seconde, t'as capté? En tout cas, ça a confirmé tout le talent de Paul Denat qu'on suivait déjà, parce qu'on rappelle, il y avait un vrai palmarès derrière, champion de France, il y avait l'équipe de France amateur, etc. etc. Maintenant, on attend la première date pour combat professionnel, parce que c'est ce qui semble se dessiner pour Paul Denat. Et on va aller sur ce qui était le main event de la soirée, la catégorie, ton ancienne catégorie en amateur, les moins de 84 kilos. Ça a pas mal bougé en fait du côté d'Hexagone MMA, avec notamment Mathieu Leto Duclos qui faisait son grand retour en France après un rendez-vous manqué au Dana White Contender Series très dur. Il affrontait un combattant japonais qui a été ramené par Stéphane Coignon, nouveau combattant du Hexagone qui a passé 10 ans à faire du pied-point au Japon. Il ramène des adversaires, Mathieu Leto Duclos, qui lui a fait un retour de champion. Vous avez vu le combat. Largement dominé Mikabe. On aurait pu croire que ça allait se terminer là-dessus au premier round. On en aura eu 5 finalement, mais il conserve sa ceinture de champion des moins de 84 kilos, Mathieu Leto Duclos. On avait une année très difficile pour la Team Boira en 2024 avec 0 victoire. On commence très bien 2025 avec la première victoire pour Mathieu Leto. Qu'est-ce que vous en avez pensé du main? Je ne sais pas si toi, Wally, tu as eu l'occasion de regarder. J'ai pas eu l'occasion de voir. C'est les premières images que je vois du main event. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Il était en train de faire la fête. Il venait de gagner, il finissait les canettes. Non, j'étais au contrôle antidopage à ce moment-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, t'as eu un contrôle antidopage? Ouais, moi, je suis à mon 5e, 6e, 7e. Ouais, ils y vont, ouais. Il n'y a que du bissap dans les le nombre de combats, non, il les pousse un peu, il les pousse dans le retranchement.
il garde sa ceinture et c'était une super ambiance entre les deux combattants aussi, qui ont pris beaucoup de photos, beaucoup de beaux messages après ça. Après, je pense que les Japonais, ils kiffent, ils viennent en France, la Tour Eiffel, ils combattent. C'est un kiff. Comme les Colombiens, comme les Brésiliens. Franchement, quand t'as un public viennent comme chez le nous. nôtre qui s'est un peu respecté à la fin, qui peut oui. mettre bien, etc., je pense que tu gagnes ou que tu perds, ça restait une bonne expérience pour Bien lui. sûr. Bah, il était chill. Même pendant la Fight Week, il était chill, le gars. C'est un bon gars, ouais. Franchement, c'est un bon gars. Il avait l'air bien. Puis il était dans son coin une légende de l'UFC. C'était Okami. Enfin, c'est quelqu'un qui a quasi 50 combats pro, qui avait combattu il n'y a pas très longtemps et tout. Enfin, c'est cool aussi d'avoir ces images-là dans notre MMA français. T'as vu ou pas? J'étais à 1 mètre, moi j'étais comment? Parce qu'on rappelle, Jalito, il peut vous sortir des rêves que vraiment Non, des gens franchement, beaucoup plus anciens que lui Ouais, connaissent. il a des grosses rêves. Ouais, mais ça. Un bon dictionnaire. Mathieu Duclos, on connaît même déjà son prochain adversaire, a priori, puisque quelques combats en arrière, il y avait Jordan Engo qui combattait, et le gagnant de ce combat face à Louis Laurent, normalement, devait être le nouveau challenger. Donc, a priori, on devrait aller vers un Mathieu Leto Duclos face à Jordan Engo. On a son finish, normalement, Tristan. Hein. Ouais, bon, on regarde ça tout de suite, alors. Parce que, pour le coup, c'était aussi un très beau combat. Ouais, c'était engagé. Donc, title eliminator, pour ceux qui sont plutôt anglophones, en gros, on crée le nouveau prétendant avec un combat dans cette catégorie des moins de 84. Catégorie, il n'y a pas beaucoup de monde en France, il faut le rappeler. J'étais en train de parler ça avec Sofiane Boafia. On me disait, mais en fait, en vrai, il n'y a pas beaucoup de 84 en France. Mais on a Hugo Guillon, je pense qu'il va arriver. J'espère une partenaire des Duplessis. Ouais. Champion de la catégorie de 84 actuelle. Exactement. Et je pense que j'aimerais bien le voir venir signer à Hexagone pour qu'il soit sur la même carte que moi, et je pense qu'il va faire du boulot. Il y a Laïdzer. Laïdzer Rouni, très bon, qui vient de mettre un figé un KO. Dans les orgas françaises, avoir le gros roster, c'est en train de se construire. On attend Hugo, on peut lui passer le message. Hugo, franchement, Hugo, on t'attend à Hexagone ou bien, je sais pas, mais tu vas venir taper les gens de toute façon. Et comme vous le savez, Mathieu Leto Duclos, c'est Team Voirin, et il y a un truc qu'on adore dans le Fighter Club Sunday, c'est les insides d'Aliel Voirin avant les combats, parce que c'est toujours pépite, on regarde ça. Divertissement. Là maintenant, là c'est la ceinture, hein, ok? T'es pas là pour t'amuser, bien concentré sur tout ce que tu fais. Joue pas avec lui, monte bien les mains. Fais attention, lui il a rien à perdre, là, ok? Il vient de loin et il est déterminé. D'accord? Là c'est le championnat du monde, d'accord? Ok? Et tu kiffes ton fight, hein, toujours. Travaille avec moi, hein. Dis-toi mon pote, hein, t'es dans ton bled ici, hein. On est chez nous, hein. Et donc tu peux, hein. Prends tes temps, hein. Toi, hop. Allez. Allez, Mathieu. Protège-en. La fin me termine parce que il vient de lui fracasser tous les muscles et après il ferme la porte dessus, c'est un petit loup tranquille. Merci Daniel. Daniel, on t'aime. Tu vas venir ici un jour, on te souhaite de très bonnes vacances au Brésil. Savoure cette victoire avec Mathieu, vous avez fait le boulot et vraiment ces insides à chaque fois, c'est que des trucs de fou. On accélère sur la page Hexagone MMA, il y avait aussi un autre début professionnel, c'est celui de Mathilde Aschenbrenner qui était championne d'Europe amateur avec l'équipe de France amateur. Début pro sur lequel elle nous a fait frissonner sur le tout début du fight parce qu'il y a eu un knockdown, mais derrière, voilà, c'était là-dessus. Donc là, on était tous en PLS, j'étais avec Amina Youb au commentaire. Elle arrive à trouver une clé de bras, on ne sait d'où, à recomposer face à Gracie Maya qui avait déjà 5 combats professionnels. Elle se relève, Mathilde. Ah ouais, bien la transition qu'elle a utilisée. Et là, ça va être là-dessus. Elle arrive à lui caler une clé de bras. En fait, elle était en montée en ground and pound. Elle met un bras sur le côté, elle s'en sert en soupape et elle arrive à finir sur cette clé de bras. Jalito, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et après, on l'a vu le lendemain dans le main event de l'UFC. Ouais. Je pense qu'elle a pris l'inspi, Mackenzie Dern. Peut-être, on sait pas. On va peut-être le voir après. Mais franchement, c'était bien. Mais en fait, quand t'entends le bruit du knockdown, tu crois que sa tête, elle a tapé en premier? Ouais. Non, franchement. Elle se relève pas. Hein. Après, comment elle a ajusté et tout et tout. Elle est solide, Machine, elle est solide. En fait, elle était avec nous en Albanie. Ouais. Au championnat du monde, elle est solide. Elle avait fait la médaille d'argent, si je dis pas de bêtises. Elle était à 2 doigts de prendre la médaille d'or. Non, elle est solide, franchement, c'est une grosse prospect. Et c'était sur les premiers combats qui étaient disponibles gratuitement sur Twitch. Si vous voulez les revoir, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. Vous avez dans diffusion en direct, vous avez le combat de Keoni Lambert contre Hugo Vidal, celui de Mathilde Aschenbrenner, celui d'Alice Michalkiewicz. Une image qu'on ne va pas rater pour clôturer cette page d'Hexagone MMA, surtout quand c'est quelqu'un de la maison qui régale, c'est qu'il y a eu une énorme performance dans la cage. Mais c'était pas un combattant d'Hexagone qui nous a régalé, c'est plutôt quelqu'un d'RMC Sport. On regarde tout de suite. Donc on est à la fin du combat de Nicolas Bivol et Thomas Desson
a décidé de rendre hommage aux danses moldaves. Et il a plutôt le sens du rythme. Et Nicolas semble valider un petit peu. Il valide. Le speaker d'une soirée du Zan. Bon là, il a fait se manger une crampe de l'espace. Thomas. Non, vraiment Thomas, merci pour cette danse. Il a le pas. Avant de conclure la page Hexagone, je vais forcément me retourner vers toi parce qu'on a parlé d'Hexagone à Nantes, etc. C'est quoi la suite pour toi maintenant ? Les gars, je repars en jet dès demain. C'est vrai ? Bah oui. Tu pars à Nantes du coup ? Nantes, bah oui. Carte de Nantes ? Bah oui, carte de Nantes. Walid Tangier acté. Bah oui, ils ont... On a un adversaire ? Hexagone, ils vont faire le boulot. À Hexagone Nantes, dans 15 jours, j'y suis. Je fais mon deuxième combat pro et les gens ils comprendront que... En 77 toujours ? Ouais, 77 toujours. Et la fusée. À la fusée, Jusqu'à Vegas, on ralentit pas. Soyez prêts, on va arracher la tête du prochain adversaire. Et puis voilà. Bah écoute, on a hâte de voir ça. Ce sera à vue sur AMC Sport, les amis. Le rendez-vous est pris. C'est qui l'adversaire comme ça ? L'adversaire, pour l'instant, vous verrez, hein, c'est mon management et mon équipe qui gère. Tu vois pas là derrière, là, s'envoie des textos et tout. On attend qu'il signe. Moi j'ai ma petite idée, mais je dirais rien. On attend qu'il signe. On referme l'Hexagone MMA, il y avait aussi pas mal d'autres organisations et je sais que celle-là, vous la kiffez tous les deux, donc on va se régaler. On va parler du One Championship, messieurs. Ouais. Forcément, toi qui viens du Muay Thai. Non, le One, c'est de la violence incarnée. Jalito, t'es d'accord avec moi sur ça ? C'est la régalade. Que dire sur le One ? Jalito, il a fait il a bien travaillé dans l'ombre pour mettre en valeur le One. Heureusement, RMC, on est arrivé aussi derrière. Et on a... Quand j'ai vu le One sur RMC, je dis c'est bon, on a gagné. Non, le One, pour ceux qui ne savent pas, l'organisation sans doute la plus spectaculaire du monde, ça se passe en Asie, principalement en Thaïlande. Vous avez du MMA, vous avez du Muay Thai, vous avez du kickboxing, vous avez du grappling. Et vous avez surtout des personnages complètement fous, comme Lineker, qui est un peu l'homme aux mains de pierre, capable de coucher n'importe qui, lui. Hein. C'est incroyable. Mais au MMA, déjà, il éteignait tout le monde quand il connectait. Là, il se fait des petits kiffs, il fait des side quests. Pourtant, il est ouvert de ouf. Il est ouvert, mais il est en Muay Thai. Il combat comme un lutteur. Mais je te jure, mais il éteint. Après, il a le menton solide aussi. Ouais, on dirait un personnage qui va à la guerre avec une armure. Il a 2 coups, mais il reculera jamais. Lineker, il me régale. Il était à l'UFC avant. Avant, il combattait en MMA au One. Mais je crois que le buzz du MMA One est un peu descendu. Mais c'est pas grave, je suis un Akbo aussi. Alors qu'il n'a jamais fait de Muay Thai. Là, il a perdu, mais quand il gagne, c'est toujours un KO. Non, quand il gagne, c'est pas un KO. C'est violent sans nom. Trop violent. Il a vraiment des mains en acier. Il s'incline face à Koulabdam qui a réussi à tenir, en fait. C'est ça le secret, principalement, quand tu affrontes Lineker. On va regarder un autre combattant qui, lui, a un petit peu tout fait à son adversaire. Il l'a pris pour un plumeau Swiffer. En gros, vraiment, il l'a mis dans tous les sens. C'est Zabrailov face à Ourakov. Vous allez voir, surveiller short rouge et noir, les amis. Ça va partir très, très vite. Hein. Et il y aura un petit peu de tout, normalement. C'est entrée plat dessert, là, il y a tout. On met l'imélou. Là, déjà, on sent que ça titube un peu. Là, il y a un kick qui passe. Il faut la palette. Pour l'instant, on est encore bien. Et là, voilà, ça commence. Allez, suplex. T'as pas le droit de faire des suplexes sur la nuque, Owen. T'as le droit de mettre des pénaltys dans la tête. Il y en a encore une comme ça. Incroyable. Et ils se relèvent encore. Il y a Erdin qui est toujours prêt à intervenir. Allez, tiens. Il a dit non là. Mais là ça va parce que il l'a pas arrêté parce qu'il est tombé sur le côté de la tête. S'il était tombé sur l'arrière de la tête aux colonnes, il aurait pris une disqualification. Oui, c'est ce qui s'était déjà passé One, mais là pour le coup. C'était un petit peu compliqué là, ce qui s'est passé. C'était le crash test version MMA. On lui a fait tout ce qui était possible de faire. On a perdu Wally. J'ai rendu. Il a fait ça. Il pensait aux années de vie qu'il a perdu. C'était un petit peu compliqué. Le One, c'est le divertissement. Je sais pas si tu as les stats ou pas, mais je crois qu'ils sont à 75% de finish sur leur carte. J'avais vu la stat passer là, j'avoue, je l'ai plus en tête. Tu m'as piégé de ouf. C'est un truc de ouf. Genre 75% de finish sur 2024. L'UFC, ils étaient à 45. Et là, 71 apparemment, on me dit à l'oreillette. Incroyable. Donc, non, on est très très bien. Pour faire la transition avec l'UFC de ce week-end qui était sous-coté, dans lequel il y avait énormément d'highlights, on vous propose pour respirer un peu et se détendre le top 5 des KO de la semaine, les amis. C'est parti. On va commencer avec le numéro 5 tout de suite. Enfin bref, ça va aller crescendo jusqu'au numéro 1. Ouais, ce plaisir. Ouais, la frappe. Encore une minute, ça va être très bah, regarde les grimaces qu'il fait. Il n'a pas récupéré du coup. Oh là là, c'est terminé. Ben oui. Mais oui, dès le premier, je t'ai dit, c'était terminé. Il est revenu quand même. Ouais. Il a dit qu'il ne reviendrait pas, il est revenu. Le chef.
c'est là qu'on voit que c'est dur. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un peu ce que je trouve parfois dommage. Est-ce qu'on ne voit pas en MMA? Parce qu'en MMA, effectivement, quand il y a une succession de frappes, le combat s'arrête dès que l'arbitre intervient. En fait, on n'est pas compté et le combat est fini. Et là, on sentait bien qu'il ne pouvait pas revenir à Chali. Et c'est quelque chose qui fait assez mal parce qu'on disait qu'on l'aurait pu l'éviter. Mais après, ce sont les règles de ce sport. Il est puissante, il est bien en appui. Elle est tombée! Elle est vraiment tombée! Et toi qui arrive à faire la différence avec cette droite en ligne. Quel chaos de la part de Toué! C'est lui qu'on prenait le plus depuis le début du combat. Et c'était mal engagé pour lui. Hein. C'était vraiment mal engagé pour lui ce combat. C'est le troisième slam, c'est fort! Sur la tête à chaque fois. C'est magnifique ce que propose Djabrailov. Quel premier round, quel finish! 45 secondes. Mika, il va falloir vous assurer. Ouais, et je peux vous assurer que c'est très difficile d'affronter un gars comme Djabrailov. Il est arrivé avec des mauvaises intentions. Et en fait, il n'y a pas eu de moment où ils se sont observés tout de suite. Faut monter les mains, faut monter les mains. Faut monter les mains. Et Alassane qui est sonné. Il est éteint. Oh là 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 là. Tournement de situation. Sur un crochet. C'est incroyable. Oh là 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 là. Et il regarde. Il a éteint complètement. Il fait les yeux blancs, il fait les yeux blancs. Oh là 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 là. C'est comme ça que tu dis, il fait les yeux blancs. Waouh. Waouh. C'est dingue. Il a eu chaud, hein. Et dire que tu lui disais d'attendre. Dire que tu lui disais d'attendre. Ouais, mais non. Non, non, non. Waouh. C'est lui qui a été touché juste avant. Bah ça c'est un bonus hein, clairement. Ah là. On disait, ça c'est un bonus. Et regarde, il est pas bien Alassane. Il est pas bien Alassane. Ah oui. Et ouais, le numéro 1 qui nous a réveillés, fait hurler, vibrer tout le bâtiment. Antoine Simon Taylor Lapillus, alors qu'il y avait une marche avant, le contre parfait d'Almeida. Et toi, Jalito, tu connaissais déjà, tu avais déjà Almeida un petit peu en tête, tu savais qui c'était. Raconte-nous un peu l'histoire. On va vous remettre l'image parce que c'est un contre parfait. Hein. Un contre d'école, et c'est un mec, il a combattu 3 fois de suite pour atteindre en kickboxing. Donc Alex Pereira. Alex Pereira, pour ceux qui ne savent pas son surnom, ce qui m'étonnerait totalement. Tu vois. Il a combattu 3 fois, et sur les 3 combats, il en a gagné un. Et il tourne beaucoup avec lui, en fait. Ils s'entraînent ensemble, il y a beaucoup d'images de ensemble. Okay. Ouais, ils s'entraînent des fois, de temps en temps, ils montent chez Glover. Et le crochet là qu'il met, frérot... Copyright, normalement, il donne de la SACEM à Alex Pereira après. Il lui donne des droits d'auteur. Et lui, en fait, en gros, il est rentré par les Dana White Contender Series. Et pour moi, il pourrait être une catégorie encore en dessous, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec Wally. Il fait 1m85, il combat en 84 kg. Et tu vois, physiquement, il est un peu lourd. Il est gras, mais après... Il est gras, c'est ça que je veux dire. Des fois, il y a des morphologies. Pour moi, c'est compliqué de descendre. Ouais, c'est comme Gastelum. C'est peut-être ce qui lui permet d'encaisser ça aussi. Oui, de pas après, mais en fait, le truc, pour mettre dans le contexte, parce que là, on voit juste ça, mais en fait, c'est un contre Uno, en fait, qu'il lui fait. Juste avant, il s'était pris un knockdown. Ouais. Il était mal et il a bien recomposé. C'est un pur kickboxer à la base. Quand il a grapplé pour remonter là où il est. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il a pris un single, il est monté. Mais de toute façon, c'est comme ça que l'UFC le vend. C'est le pote de Pereira qui lui aussi est très dangereux. Exactement. Boxeur, etc. Et il a une spécialité, c'est qu'il met que des KO à l'Apex. Ah ouais. Il a combattu cage. Ouais, c'est son truc. Il est rentré par quoi? Par les Dana White Contender Series? Ouais, c'est ça. Ok, terrible. Bon, on va voir. Suivez en tout cas Almeida, si vous ne le connaissez pas, César Almeida, à l'UFC, capable de très très gros KO. Il en suffit d'une avec lui sur un contre. Ouais. On revient sur le main event. Et pour le coup, il fallait être aux alentours de 4h du matin dans la nuit pour ce combat entre Mackenzie Dern et Amanda Ribas. C'était une revanche. Mackenzie Dern qui est en constant progrès et qui là justement a pu nous gratifier d'un finish inspiré de Mathilde Aschenbrenner. On l'a dit avec Jalito. On est en montée, on travaille sur la percussion. Voilà, on met un petit bras sur le côté. On le met de côté au cas où. Tout au contrôle, c'est tout en doucement, patience, elle s'est pas précipitée. Elle n'a pas fait, tu sais, c'est une experte de jiu-jitsu brésilien, elle est championne du monde, etc. Ouais. Et elle n'est pas tombée dans ses travers de jiu-jitsu. Elle ne s'est pas précipitée. Elle est restée très même avant de finir en jiu-jitsu. Voilà. Et même avant ça, elle fait un sweep magnifique sur le pied de bras aussi. Et double tape. Hein. Elle fait tape avec le talon, plus tape avec la main. Et Mackenzie Dern qui laisse exploser sa joie. Elle, on va résumer son destin.
pas beaucoup de gens croient en elle pour le plus haut niveau, les ceintures, etc., etc. Elle est un peu dans cette quête de remonter et de montrer que c'est possible pour elle finalement. Et là, ça fait partie d'une des grosses étapes sur cette route-là. Exactement, mais après le combat, ce qu'elle a déclaré, c'est cohérent. Elle dit je prends tout mon temps, moi je veux pas combattre pour la ceinture et la perdre aussi vite parce que c'est souvent arrivé à l'UFC. Surtout chez les féminines. Elles combattent et après elles perdent vite, après elles ont du mal à revenir. Tu vois. Je pense juste à Namajunas ou une fois qu'elles perdent la ceinture. Revenir, se remettre en route, c'est dur, voilà, exactement. Compliqué. Et du coup, moi je pense qu'elle est sur le bon chemin. Qu'elle prenne son temps, même des fois elle va tourner avec ses Udo. Elle prend son temps et je trouve que c'est bien. Et un constant progrès, striking en hausse. Taylor l'avait très très bien mentionné pendant le combat. On l'a même vu dans les premières minutes du combat, même si on s'est attardé sur la soumission finale. On continue dans la catégorie professionnelle de Walid Tandia, cette fois-ci à l'UFC, avec Ponzinibbio qui nous a livré une guerre exceptionnelle. On parle pas trop quand c'est comme ça, Jalito, c'est que là... Ponzinibbio, on rappelle, ça fait quand même, c'est un ancien un petit peu lui aussi, ça fait un moment qu'il est là, il peut alterner entre victoire et défaite. Là en ce moment, c'était pas la meilleure série de sa vie. On s'est dit que ça allait être encore pire que ça finalement. Quand on voit ses premières images, il a réussi à revenir. Combien de knockdown, ce combat c'était vraiment une bagarre. Non mais là. Là, c'est sauvé par le gong. Ouais. Regarde comment il titule. C'est grave. C'est grave du crâne et tout. Et là. Et l'arbitre qui intervient super bizarrement. On dirait qu'il les sépare au début, genre arrêtez de vous battre. Et après, finalement, il envoie un TKO. Je te jure, il avait peur de se mêler. Ah ouais. Regarde, non mais. Là, celle-là, elle est. Regarde, il hésite, mais lui, il se dit peut-être il. Mais là, celui-là, il la voit en 4K. Il arrive à tout toucher, alors que là, l'adversaire titube. Regarde, il touche le mec qui attaque. C'est dangereux en vrai ce qu'il a fait l'arbitre. Mais l'arbitre, il se protège et après. Non. Non mais même il touche. J'ai du mal. Mais je vois pas Ponzinibbio déjà. Non parce que l'autre il était franchement il touche. Mais c'est lui mais il touche le mauvais. Tu vois ce que je veux dire? L'autre il s'arrête. On va rester sur ça parce que premier événement UFC de l'année à Vegas, il y a eu aussi une autre phase d'un arbitre. On va regarder Jalito, c'est sûr que tu l'as vu. On est sur Kopylov contre Curtis. Bon Curtis qui on le sait quand il peut, il l'a souvent dit, il m'avoue, quand il peut trouver un moyen de fuir le combat, il va y aller. Là pour le coup, il a fait un bon combat, il est allé quasi jusqu'au bout. On va regarder un Kopylov qui était à l'UFC Paris 1, qui avait mis un high kick de fou sur Dicky Rico. Trop fort Kopylov. Deuxième poteau Pavard. Exactement. Mais aussi prend son temps pour monter. C'est super intelligent. Bien, mais il n'est pas encore complet de ouf. Niveau pied-point, il commence à vraiment... Il a une vraie jambe arrière. Est-ce qu'on la reverra à la fin? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un spoiler? Et Chris Curtis, dans son style, vraiment, je boxe de loin, je suis dur, je suis trapu. Voilà, Strickland, quoi. Exactement. Tu crois que tu le touches, mais tu le touches pas. Exactement. Là, c'était un vrai fight. Pour le coup, ça, c'était une très belle affiche, on le savait, quand on voyait l'événement, on se disait Kopylov Curtis, ça va envoyer, il n'y a pas de souci là-dessus, et ça délivre derrière. Il en prend... Par contre, les stats, elles m'avaient trop choqué quand j'ai vu, je pensais que Kopylov touchait plus. Mais Curtis, Curtis en fait, il contrait, il envoyait le flic jab direct. Des frappes de CRS un peu, Curtis, c'est un très raide, mais ça touche à chaque fois. Tu verrais jamais dans l'axe Curtis. Et là, hop, mais franchement, le high kick, il s'effondre. Il va pour se relever, mais on lui dit non, en fait, t'es KO. Et en fait, à ce moment-là, Kopylov, il lui tourne le dos complètement. Il fait un walk-off, KO, comme on dit. On revoit, regarde, là, le kick, il se penche. Il tape dans la garde, en vrai. C'est même pas un kick. Ouais, mais franchement, tu vois un mec à 4 pattes comme ça. T'as arbitre, il reste une seconde. Normalement, tu pourrais laisser, mais c'est Kopylov, il a été bon. Il a pas bougé, il s'est barré carrément. Il s'est barré, il a joué dans la tête de l'arbitre. Exactement. Tu vois, il serait parti pour remettre encore 2-3 coups, il aurait mis des coups. L'arbitre, exactement. Et il aurait perdu. Et là, je vais régaler tout le monde. Et ça, c'est un peu en hommage à ce que je faisais sur Twitch à l'époque avec les débriefs du dimanche. Je suis très content que ce soit sur MC Sport 1 et sur Twitch. D'ailleurs, la famille, on vous voit dans le chat, merci. Je vous donne un combat complet. Là, un replay complet d'un combat du UFC gratuit pour vous. C'est maintenant, les gars. On peut le commenter comme à la maison sur le canapé. Super ça. On est parti, le combat de Uros Medic face à Soriano. Medic, le docteur. Medic, le combattant serbe, qui est pas mauvais. Quoi, 2 défaites avant ce combat? Mais il est super bon. Je le mets un peu dans le même sac que les Rebiki, tout ça. Soriano, lui, on le voit tout de suite. Qui a de grosses attentions sur la marche avant, qui est en short gris. Medic, qui est donc short noir sur la gauche. Fin d'histoire. L'accélération. J'avais pas vu ce fight.
On est à 30 secondes de combat, donc finish au premier round à une trentaine de secondes. Et là, bah, je pense que ça va plaire à Wally parce que voilà, il restait un peu d'énergie. Tu sais qu'il a enchaîné. Hein. Je crois qu'il en a fait 20 ou il a abusé. Il n'a pas fait 3. Il a continué. Regarde, ça continue encore. On te les a toutes mises, Dialito, on peut faire le coup. Moi, je pense qu'il est à 10. L'abuseur en personne, lui. Ah oui. Il vit pour les caméras. Continue encore. Vraiment, c'est les satellites. C'est quoi, je pense qu'il a pensé que j'allais venir. Il a dit, c'est quoi, on va donner un peu de régalade. Toi, tu serais capable, toi, de faire une séance ou comme ça après un Franchement, ouais, mais j'en aurais fait 10 là. Il a fait une séance complète. Il te fait des burpees après. Il m'a feinté. Moi, je me suis dit, on va rester, on va vraiment commenter un truc. Genre, on voit un round, 5 minutes, 30 secondes. On est un peu sur notre fin. Ouais, bon, franchement, là... La prochaine fois, on refait ça avec un vrai. Ouais, grave. C'était le premier UFC de l'année et c'était celui qui était censé nous mettre un petit peu en appétit avant ce qui arrive la semaine prochaine. Et l'UFC 311, Intuit Dome, Los Angeles, les amis, c'est la salle haute technologie des Clippers. Mais si vous le savez, il y a pas mal de drames en ce moment du côté de Los Angeles. On espère qu'on aura cet événement et cette revanche entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan pour la ceinture des moins de 70 kilos. Co-main event, le champion géorgien Merab Dvalishvili face à Omar Nurmagomedov. Il y a le film RMC Sport qui est disponible sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, une petite pépite d'Anthony Serpini, ça s'appelle Khabib, la prophétie, puisque Khabib Nurmagomedov sera dans le coin de ces deux gars-là pour les ceintures, mais aussi d'un troisième combattant, Tagir Ulanbekov, qui sera un peu plus tôt sur la carte. Donc ça va être un très très gros événement. Il s'inspire des meilleurs, de Johnny Frachet, c'est tout à fait normal. Et tu sais, là je vais te régaler, Jaito, tu sais ce qu'on a prévu, parce que comme on parle d'un combat que tout le monde attend, celui-là ça fait un moment qu'on l'attend, le Makhachev Tsarukyan 2, parce que le premier il était exceptionnel. Incroyable. Donc on va se remettre des images du premier, on met le contexte. Des beaux scrambles et tout. Tsarukyan qui fait ses débuts à l'UFC face à Makhachev, short notice. Et peut-être l'un des combats dans lequel on a le plus poussé Makhachev dans ses retranchements. C'est un format qui est préparé par Anthony Sterpini. Dégustez ça, les amis. Moins de 155 livres pour les Américains. Et on entend le public qui est derrière Islam Makhachev. Sans la poudre. C'est parti. Attention, Makhachev en gaucher. Tsarukyan en droitier. Attention, ouais, bah, attends, ouais, d'erreur, ouais. Tout de suite, il a chargé derrière, Makhachev. On vous l'a dit, hein, Tsarukyan qui a un bon niveau en lutte aussi, donc il sera peut-être capable de défendre. Il défend pour l'instant. Il faut sortir. Il attaque même. Et il contre, le single leg. Il faut le faire tourner maintenant, il faut les équilibrer. Il faut qu'il arrache. Makhachev qui défend. Et Tsarukyan qui lâche pas, et oui. On l'avait dit Antoine, hein, il y a de la force et de la jeunesse là. Il va chercher l'autre jambe, j'ai l'impression, hein, Tsarukyan. Vraiment, il remonte. Nagachyan, voilà. C'est un duel de lutte là. Vous avez prévenu. Ouais. Alors comme on dit Antoine souvent, hein, justement, qu'est-ce qui fait la différence quand il y a deux styles similaires, c'est autre chose. Donc peut-être sur le striking, c'est là que ça va, il y aura une surprise. Oh, très bien fait, balayage. Oh là, magnifique. Surtout une technique qui ne dépense pas d'énergie. Et non, très simple, hein. Balayage. Par contre, on a vu un Tsarukyan qui a bien repoussé les jambes. Son adversaire, il va réussir à le récupérer peut-être. Attention, parce qu'il va passer juste derrière Makhachev. Attention, là, il se laisse un petit peu emmener, mais il ne le renversera pas. Trop de base, trop d'équilibre. Et la guillotine en sortie. Est-ce qu'il va la tenter? C'est peut-être plus pour le tirer, voilà, pour le gêner que de le soumettre. Il va ramener au sol. Maintenant, c'est bien placé. Ouais, parce qu'attention, hein, il est sous et il tente le renversement. Ouais, mais il a bien accompagné, Tsarukyan. Il en profite, qu'il lui a son tour pour la guillotine. C'est vraiment à toi, moi. Alors, par contre, on a vu un Makhachev qui a remonté très haut. Qui colle le maximum, là, qui relève l'épaule. Et encore le petit balayage. Single leg. Là, il tourne pour les équilibrer. C'est la même chose que lorsque lui défendait. Hein. Oui, bah, normal, parce qu'ils ont un très bon sens d'équipe. Donc même quand il réussit à l'emmener au sol, il part sur les genoux, il remonte ensuite. Pour un contre en Kimura. Kimura, oui. Est-ce que ça va suffire?
Makhachev qui l'a bien senti. Le problème, c'est comme. Oh, il arrache. Et la Kimura, elle est placée quand même. Elle est placée. Il faut le sortir le bras maintenant. Et intelligent Makhachev qui essaie de remettre la jambe par-dessus pour l'empêcher de sortir le bras. Il faut qu'il tire le coude vers lui. Il faut mettre l'épaule en extension. Tsakoyan, voilà, il faut tirer l'épaule. Ah, mais on sent qu'il commence à libérer le bras. Ah, il est encore dessus. Il est encore, mais... mais là, on a vu que Makhachev, il a mis la main entre ses jambes. Attention au passage. Carte papillon. Et il passe. Et il passe. Oh là là. Antoine, ça c'est un signe. Hein. Et il remonte bien fait le contre. Magnifique. Et il cherche derrière à le ramener au sol. Quel combat. Je crois que c'est pour l'instant, c'est un des plus beaux combats de lutte que j'ai vu à l'UFC. Hein, au niveau des techniques d'amener. Voilà. Single leg. Quelle énergie, Tsarukyan. Quelle énergie. Il n'arrête pas. Hein. On remonte. Makhachev très patient, hein, encore une fois. Et il attend, hein, il le suit. Hey, à la fin, pour rentrer dans les jambes. Il est parti d'un peu loin. Makhachev a eu le temps de le voir venir. Il a tout de suite sprawlé. Il est toujours sur la jambe. Il faut qu'il remonte avec. Le contre de Makhachev, bien sûr. Attention, il est en train de suivre. Allez, il remonte avec, c'est bien. Allez, balayer l'autre jambe. Déséquilibrer, le faire tourner sur les appuis. Ou balayer. Et non. Non, il laisse tomber. Et derrière, évidemment, c'est Makhachev qui prend. De dos d'ailleurs, on pourrait se dire que c'est quasiment... voilà. Le triangle de jambes pour pas se remonter. Je crois qu'il l'a fait à peu près à tout le monde. Fin du combat. Il aura fait juste assez Makhachev pour s'imposer. Quel combat. For the winner, by unanimous decision, Islam. Voilà. Ah oui, c'est les amenés au sol, c'est les phases de sol hein, qui l'ont perdu. En tout cas, là... C'était banger, hein, les amis. Ça, c'est parmi les combats qui ont fait plusieurs millions de vues en replay parce qu'on a vu un mec qui est ultra dominant aujourd'hui, tout simplement Islam Makhachev. On regarde le classement. Le champion des moins de 70 kilos, qui a l'air d'être peut-être le combattant et le champion le plus indéboulonnable de l'UFC aujourd'hui dans sa situation, Islam Makhachev. Et c'est peut-être Tsarukyan qui, à l'époque, lui avait donné le plus gros fil à retordre. On regarde justement ces catégories. On voit Dvalishvili, mais on va zoomer sur Islam Makhachev. Pendant ce temps-là, alors il n'est pas champion intérimaire, ça c'est une petite coquille. Il est challenger numéro 1, notre ami Arman Tsarukyan, mais il a pris le temps de monter toutes les étapes et en fait finalement il ne reste plus que lui dans cette caté. C'est vrai, il a tout lavé, Islam Makhachev. Il lui a pas laissé le choix en fait. Il lui a pas laissé le choix. Après, tu voulais qu'il fasse quoi de Tsarukyan? Il a pris les adversaires qu'on lui a donnés, il a pris le contender numéro 1, c'était Oliveira à l'UFC 300. Il a prouvé. Ça a été long pour lui. Ça a été long, mais après, en même temps, c'est normal. Il n'a pas voulu se précipiter, il a eu raison. Parce que tu commences contre... Il aurait pu se dire, ouais, bon, ok, j'ai perdu contre Islam, une décision, c'était un short notice, nanana, donnez-moi la revanche, donnez-moi la revanche, donnez-moi... Et peut-être il n'aurait pas été prêt. Tu vois, parce que ça reste un short notice, c'est compliqué pour les deux combattants, autant pour Islam que pour lui. Donc, je pense qu'il a bien géré sa carrière. Et puis même, un détail que les gens ne savent pas, c'est un mec qui combat pas pour l'argent. Il est déjà très très bien financièrement. C'est vrai. Il fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très très bien. Et il roule dans des voitures. Il le dit. Hein. Il en a rien à faire. Tu sais, l'argent, il s'en fout. Par exemple, juste une petite anecdote comme ça. Pour le combat contre Oliveira, le camp d'entraînement lui a coûté plus d'1 million. Tu vois. Il ramène des spécialistes de partout, etc. Donc il a plus dépensé que ce qu'il a gagné pour ce combat-là. Et là, en plus, il était très jeune à l'époque. Là, il a pris l'expérience, etc. Vous l'aurez compris, on est sur 2, voire même 4 cracks absolus de la lutte. On veut vous décoder ça avec les meilleurs moyens possibles. C'est ce que vous propose et vous promet le Fighter Club Sunday. On a Maxime François qui est avec nous, qui n'est autre qu'un sextuple champion de France de lutte, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est également le coach de lutte de notre Benoît Saint-Denis National. Maxime, est-ce que ça va? Est-ce que tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Maxime. Tu bugs un peu, mais... On te voit un peu figé, t'as l'air très sérieux et tout, très stoïque. Ouais, là entretien, là. On sait... Oh, non, mais je pense prépare tous nos sprawls au cas où. Ça doit être Freeze, mais alors on va expliquer ce qu'a fait Maxime, parce qu'il a travaillé avec nous aujourd'hui et franchement, je te remercie très chaleureusement pour ça. On va vous faire une palette un petit peu de Tsarukyan Makhachev 1 avec les forces et faiblesses de chacun, enfin plutôt les forces et vraiment les particularités de chacun mis en valeur par Maxime. Donc Maxime, tu nous as sélectionné quelques images. Bon, la régie va les jouer et tu peux aller les commenter dessus. Et ça y est, on t'a retrouvé. Maintenant, tu es bien mobile et beaucoup moins statique que tout à l'heure. Ouais, donc là, on voit vraiment des belles phases de lutte. Et donc là, un ascendant presque judo-sambo. C'est système de balayage que Makhachev il fait pour ramener au sol Arman. Ça se voit vraiment dans la lutte du Caucase et également dans le judo et dans le sambo. C'est ce qui fait la particularité un petit peu et qui donne des spécificités en plus par rapport à la lutte. Okay. Là, on va avoir un bratet qui est typique lutte pour renverser son adversaire sur le dos. Et on voit que Tsarukyan qui gère très bien ça et qui arrive quand même à se relever avec lui et pour aller contre la cage. Là, voilà, une erreur un peu que Makhachev fait, un coup de genou un petit peu trop haut. Et Tsarukyan qui va récupérer un peu à l'image de Francis Ngannou et de Cyril Gane pour la ceinture UFC. Il met un coup de genou un peu trop haut et donc il récupère la jambe pour le ramener au sol. Et là, il y a une transition pour le ramener au sol, pour le mettre contre la cage et derrière pour l'amener au sol. Donc le chain wrestling est formidable sur cette action. Ouais, lutte en chaîne, quand tu dis chain wrestling, c'est le fait de jamais lâcher, de changer de prise pour continuer à gripper. Exactement, de garder une pression constante sur l'adversaire dans n'importe quelle position et savoir transitionner sur un single, double, aller chercher le dos et de l'amener au sol ou travailler contre la cage. Et là, on va revoir normalement sur cette action un autre balayage. Et c'est toujours dans le MMA, c'est-à-dire qu'il boxe encore en même temps, enfin c'est très technique. Exactement. Et c'est ça qui fait la beauté du sport du MMA et c'est les meilleurs, enfin pour moi, pour ma part, je suis pas très objectif, mais c'est les meilleurs combats que je puisse voir en lutte pour du MMA, quoi. Là, on voit... Là, voilà, on voit bien le style du lutteur parce qu'il va travailler sur une jambe et va savoir se déplacer et essayer de l'amener au sol avec une jambe prise sur du long terme parce que généralement on va récupérer une single et après on va aller sur une double ou faire une transition dans le dos et lui il arrive à travailler sur une single et prendre son temps et voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'amener au sol. Ok, donc ça c'était l'étude du premier round. Toi tu mets un peu plus Makhachev au-dessus dans cette situation-là ? C'est très tendu. En tout cas, le premier round, c'est celui-là qui a été le plus pourvu d'action en lutte, d'une part et d'autre. Et en fait, sur chaque tentative de l'un, il y avait une réponse proportionnée de l'autre. Et donc, c'est ce qui fait un combat assez équilibré, mais agréable à regarder et à suivre. On va regarder la suite. Du coup, on a préparé le deuxième round. Vous savez, on fait round par round. Toi, je te regardais, Walid, t'étais hyper attentif. Non, franchement, en fait, moi, ce qui me surprend, en fait, c'est que Makhachev, il n'accepte jamais une seule posture. En fait, la position, il n'accepte jamais de perdre la position. Et pareil pour Tsarukyan, il n'y a que du scramble. Et c'est ce qui fait la beauté de leur lutte, quoi. Ok, bon. Vas-y, on peut relancer les images. Maxime, on y va. On voulait écouter ce que Wally en pensait. Pareil, sur le deuxième round, il y a eu un balayage aussi de sambo judo qui a amené au sol Tsarukyan. Et le balayage n'est pas forcément pour ramener au sol et maintenir au sol, mais il peut créer une déstabilisation pour faire un enchaînement derrière sur une single ou un double pour être plus intéressant et avoir une position dominante en lutte. Maxime, s'il y a un moment qui est particulier sur lequel tu veux mettre pause, n'hésite pas oralement, tu nous dis pause et on te fiche l'image. Pas de souci, merci. Merci à toi. Pour le coup, moi, j'avoue que là, Gianito et moi, on s'assoit, on se délecte, on déguste. Mais c'est un truc qu'il fait souvent, ça, Armand. Prendre la Kimura pour défendre le takedown. Contre Gamrot, il l'a beaucoup fait. Ouais, c'est souvent une défense qu'on a quand on est un peu pris en retard, qu'on n'a pas réussi à défendre en première intention. On est un peu pris, on est sur la chute et il nous reste la Kimura ou la guillotine souvent. Et on peut essayer de sortir d'une défense de lutte par rapport à ça avec ces soumissions de sol, quoi.
Mais Maxime, la Kimura, elle est plus utilisée dans cette situation-là pour renverser ou bien pour vraiment soumettre? Non, pour renverser, dans un premier temps pour renverser. Après, s'il y a la soumission derrière, je pense que ça va plus. Mais dans un premier temps, c'est plus pour renverser et pour sortir d'une situation un peu délicate du dessous avec des frappes au sol, quoi. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'on a, un peu comme beaucoup de schémas de ces combats aujourd'hui, on a Makhachev qui continue en fait de monter en puissance dans ce deuxième round et qui là commence à trouver les points dans lesquels il va dominer. C'est un peu ça que tu vois aussi, Maxime? C'est un peu ça, c'est l'évolution. C'est pour ça que je disais que le premier round, il y a eu beaucoup d'actions de part et d'autre. Et sur le deuxième, un peu plus de Makhachev et sur le troisième, encore plus de Makhachev. Et on voit aussi, mais ça c'est moins de la lutte, mais c'est à cause de la lutte, le cardio de Tsarukyan qui commence à baisser. Et c'est vrai que de lutter comme ça pendant 3 fois 5 minutes, ça reste vraiment compliqué. À l'image de nous, la lutte, c'est que 6 minutes de combat. 6 minutes de combat, 2 fois 3 minutes de lutte. Et c'est déjà très éprouvant. Alors de faire des rounds de 5 minutes complets en luttant, c'est vraiment costaud. Ouais, en prenant des patates aussi au passage quand même. En plus. Voilà, là, c'est pareil, c'est une phase où Tsarukyan il est longtemps sur la jambe. Il va perdre, il va pas réussir à l'amener. Mais voilà, c'est des transitions où on voit que c'est vraiment un lutteur d'expérience parce qu'il est à l'aise sur cette jambe et il essaie de trouver la meilleure solution pour l'amener au sol. Là, on voit la défense de Makhachev qui est formidable, un bon timing. Et il pèse sur la tête et avec son corps, sur le positionnement de son corps. Et il suit dans n'importe quelle position Arman. On regarde, nous on chuchote à côté, mais c'est parce qu'on se régale de ces images. Ça reste même des années après un combat qui est super cool à regarder. Ça doit être la 1000e fois que je vois les mêmes images parce que ce highlight-là, il tombe dessus tous les jours. Mais je me régale toujours autant. Surtout avec l'œil d'un expert qui nous explique. Je trouve magnifique. Et là, on se rappelle, hein, c'est des années en arrière. Il y a eu du travail, de la progression pour les deux. Là, on va le voir. De toute façon, Makhachev, comme tu le disais, Maxime, trouve ses points et commence à installer sa domination. Je vais te poser juste quelques questions avant de conclure sur cette séquence-là et on reste un petit peu sur les images, à moins que tu vois vraiment quelque chose de particulier. En termes de lutte MMA, on est sur ce qui se fait de mieux actuellement à l'UFC avec ces deux bonhommes-là. On peut penser à Khamzat Chimaev dans une autre catégorie, mais quand on isole chez les moins de 70, qui est une caté que tu connais bien, on est sur ce qui se fait de mieux? Ouais, clairement, c'est ce qui se fait de mieux, mais même toute catégorie confondue. De toute façon, c'est vraiment entre guillemets la catégorie reine pour tout, même pour le sport que la lutte, c'est vraiment les catégories reines. Et c'est là où on voit de plus en plus de débit et des situations de voir. Parce que Khamzat Chimaev, c'est une très belle lutte, mais pour l'œil d'un expert, c'est très efficace et c'est très court. Puisque de toute façon, il va attaquer, il va pas beaucoup boxer, attaquer vite, fort, il va amener au sol, il va soumettre, et ça va pas durer très très longtemps. Sur des matchs comme ça, où il y a deux oppositions à peu près du même style, ça fait un beau match à regarder avec des belles transitions, et donc forcément, on est obligé d'augmenter son niveau, et donc du coup, oui, ça fait un beau match d'une part et d'autre, et on voit vraiment le plus haut niveau en lutte dans le MMA sur ce combat. Si vous avez des questions à Maxime, messieurs, n'hésitez pas, hein, bien évidemment. Moi, j'ai une petite question. Tu penses que la lutte de qui va l'emporter sur ce deuxième combat? Parce que je pense que ça va rester dans le même état d'esprit pour le deuxième combat. Je pense pas que ça va plus boxer que lutter. Tu vois toujours Makhachev au-dessus dans ce contexte-là? Personnellement, oui. Moi, j'ai deux solutions possibles. La première solution, ça va être la plus simple, c'est-à-dire que les luttes vont s'annuler et donc on va voir les différences au niveau du striking. Et donc là, on va avoir un gagnant si l'un est meilleur que l'autre dans ce compartiment-là. Et la deuxième solution, c'est... moi, je trouve que Tsarukyan a énormément bossé sa lutte depuis ce premier combat. Déjà qu'il vient de la lutte de base, mais là, il s'est vraiment entouré de très bonnes personnes, de très bons coachs, des coachs champions du monde, participation aux Jeux Olympiques, qui ont formé des champions du monde de lutte, etc. Il fait les camps avec les équipes nationales de Russie et tout ça, donc c'est très costaud. Et donc s'il arrive à garder ce cardio tout le long du combat, parce que là, il faut voir que ça va être un 5x5, donc la lutte, ça va être encore plus compliqué. Et s'il arrive à faire ça et avoir une bonne pression au-dessus, ça peut passer pour Tsarukyan.
Mais j'ai mis quand même des doutes parce que Makhachev reste très fort. Et sincèrement, au-delà de dire qui va gagner, moi j'ai vraiment hâte d'être là ce week-end pour voir ce combat et pour voir la beauté de la lutte dans ce sport qui est le MMA. C'est sûr que pour toi, l'UFC 311, avec le main event et le co-main event, t'as de quoi bien manger, je pense, Maxime. On le rappelle, c'est le main event pour la ceinture des moins de 70 kilos. Makhachev est-il imbattable? Je vois que j'ai fait le tour un petit peu de la rédaction, on a beaucoup qui le pensent, et que même Tsarukyan, ça suffira pas, même si c'est le seul à nous laisser peut-être un petit peu de suspense en tête. Ouais. Mais pas, franchement, mais pas chez Jalito. J'ai envie d'y croire pour Armand. On regarde l'affiche de Makhachev, et même Makhachev qui a récemment déclaré que Poirier, c'était peut-être le combat qu'il voulait refaire parce qu'il avait fait des erreurs, etc. Alors qu'on s'en rappelle, il a fait une masterclass aussi. Et au final, il a kiffé ce combat parce que c'était divertissant. Tu vois, ça lui relève un peu une étiquette sur sa tête, et j'ai l'impression qu'il arrive à son prime. Ouais, tu vois, il est pas exactement. À chaque fois, il progresse encore, et là, il va le montrer encore. C'est ce que je vois, perso. Ouais. Après, c'est quand même la revanche qu'on attendait tous, parce que Tsarukyan, c'est celui qui lui avait tenu tête, entre guillemets, ou dans lequel on voyait des choses assez particulières. C'est aussi cette victoire contre Charles Oliveira, dans lequel il n'est pas passé loin d'une soumission aussi, on peut le dire, notre ami Tsarukyan, sur... 2 ou 3 fois. Il a été sauvé par le short qui glisse. Ouais. Il a un cœur exceptionnel, c'est aussi une marche avant illimitée pour Tsarukyan. Je ne sais pas si Maxime est encore avec nous, Tristan. Est-ce que, rapidement, en un mot, tu peux nous expliquer c'est quoi la force dans la lutte de Makhachev et c'est quoi la force dans la lutte de Tsarukyan? Makhachev, c'est la pression et sa transition avec son timing de boxe. Et Tsarukyan, ça va être la lutte en chaîne, un peu plus de lutte en chaîne, savoir transitionner plus rapidement, que ce soit en attaque ou en défense. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup à toi, Maxime. Big up, Maxime. T'es toujours en Thaïlande, Maxime? Non, je suis rentré. Ah, je regardais tes snaps. Je suis pressé. Mon compte à rebours est lancé. Je suis bientôt en Thaïlande, moi aussi. Bon courage. On se voit bientôt, en tout cas, Maxime. Force. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu. Tu es le bienvenu dans le Fighter Club Sunday, comme tu veux. Et merci de ton temps et de rester un petit peu plus tard, parce que je sais que les coachs, je les dérange très tard. Bon, en général, ça se couche un petit peu plus tôt. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce combat, et on a déjà hâte de voir cette UFC 311 la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne soirée, Maxime, ciao. Et on vous a mis en place forcément, encore une fois, les gros moyens pour l'UFC 311. Le film RMC Sport, Khabib, la prophétie, fait par un petit crack du nom d'Anthony Sterpini, extrait tout de suite. Et ensuite, dernière séquence de l'émission. C'est parti, les amis. Transmettre un héritage. Il n'est pas question de former des clones. Que ce soit Oumar ou Islam, sont beaucoup plus forts en striking que ne l'était Khabib. A guy who many regard as the greatest lightweight of all time. Still, Khabib is not your guy, but Islam Makhachev is well on his way. And I think Umar is the only guy who can really challenge Khabib's record. Faire mieux, ce n'est pas seulement gagner. C'est imposer le respect. Допустим, взять если Хабиба, да, против Хабиба там атаковать его борьбу, это бессмысленно. You just got here because of your last name is Nurmagomedov, because of your Khabib's cousin. Khabib a marqué l'histoire, mais l'histoire est loin d'être finie. I was before, now is our brother Islam. From Khabib to Islam to now Umar. This is dynasty.
Bon bah on est bien. Attends, viens vers moi là, regarde. Rendez hommage à ce bel homme. Anthony Sterpini qui est capable de beaucoup de choses, de réaliser des films RMC Sport, c'est dispo sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, on l'a déjà vu sur des médias, il connaît très bien Walid. Bah oui, je l'ai vu à multiples reprises. Et en fait, quand il vient aujourd'hui chez nous sur le canapé du Fighter Club Sunday, c'est qu'en général, il a fait un petit peu du repérage. Tu vois, il a trouvé le nouveau talent, il a trouvé le combattant qu'il faut suivre sur la prochaine carte de l'UFC. Bon, sa section, c'est les combattants de demain. C'est ça? Ça va, Toronto? T'es bien? T'es prêt? Ça va très bien. Merci pour la présentation. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée, effectivement, Sacha. Il y a des combattants qui méritent peut-être un peu plus que d'autres d'être parlés sur la carte de l'UFC 311. Et j'aime bien. Je te spoil, Walid Tandia. C'est pas Walid Tandia. Ça aurait pu être Walid Tandia. Peut-être sur un prochain épisode. J'espère en tout cas le plus rapidement possible dans la chronique d'Anto. Mais aujourd'hui, tu nous emmènes. Mais en fait, tu nous ramènes un peu dans l'UFC à l'ancienne. Tu nous ramènes aux Pays-Bas, à Breda. On va pas parler d'Europa League ou quoi. Vraiment. Non, pas du tout. Non. Et non, on va découvrir un homme qui peut t'étrangler avec le sourire, Reinier Derrider. C'est exactement ça. Alors attention, aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un jeune combattant, mais plus un fighter qui a de la bouteille, vraiment un vieux briscard, comme on peut dire. Comme il l'a dit, Reinier Derrider, The Dutch Knight, première statistique, il a le même âge que Sacha. Il a 34 ans. Attends, tu lâches mon... Mais t'es fou. J'ai même pas 34 en plus. Alors, il a un gabarit impressionnant, il fait 1m93, donc il a vraiment tout du titan cuirassé. Mais à la différence de Reinier dans l'attaque des titans, lui aurait battu Eren parce qu'il a effectivement 2 armes principales. Il a une ceinture noire de judo et une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien pour régler ses différends. Alors lui, dès qu'on le voit, dès qu'il t'attrape, c'est bonne nuit les petits. Et si je dis ça, c'est parce qu'il l'a prouvé. Il a eu 2 ceintures au One Championship, donc la ceinture des poids moyens, mais aussi la ceinture des poids lourds légers. Ok, bon, combattant solide, mais comment est-ce qu'elle commence cette histoire de Reinier Derrider? Alors, Reinier, donc là vous pouvez voir, c'est le moment où il prend sa première ceinture, donc la ceinture des poids moyens au One Championship, donc Reinier ou RDR comme lui il aime s'appeler. Il a commencé le judo à l'âge de 5 ans. Pendant que, selon mes sources, au même âge, Sacha, il avait peut-être du mal à marcher. Il veut te faire. Ma daronne qui joue contre moi. La daronne, c'est un hops. À 5 ans, il n'y a pas beaucoup de sources, normalement. Alors ensuite, donc il a fait du judo, puis il a bifurqué vers le jiu-jitsu brésilien au moment de son adolescence. Il obtient sa ceinture noire, mais ce n'est qu'après ses 25 ans qu'il se met au MMA. Alors Wally, je vais te poser une première question. Est-ce que 25 ans, c'est tard pour se mettre au MMA? Il n'y a rien qui est tard. Pour moi, il n'y a pas d'itinéraire classique et on a vu la preuve avec Cyril Gane. Chacun a son itinéraire. Tu peux commencer à 18 ans et ne jamais devenir champion et commencer à 25 ans et finir champion de l'UFC. Tu vois, Sacha, t'as encore d'espoir. Hein. Bah oui. D'après mes sources. Non, on peut le voir, c'est 25 ans, c'est lors de son premier combat donc au circuit allemand. Mais il y a une raison pour laquelle il a commencé très tard, c'est qu'il a continué ses études. Donc tout comme toi, Wally, il a arrêté pour faire des études. Lui, il a fait des études en physiothérapie. Donc en fait, il est combattant et en dehors de l'UFC, il est kinésithérapeute. Ah, j'ai compris. Il crée l'offre et la demande. Après, il te le répare. J'ai compris. C'est exactement ça. Et en plus, aubaine pour lui, vous voyez sa salle, un Combat Brother qui est aux Pays-Bas, c'est sa salle de sport. Et juste en face, juste à côté, c'est son propre institut qu'il gère avec sa femme. Et ça change quelque chose dans son quotidien du coup, parce qu'il y a la salle, il y a le boulot, en fait tout est regroupé. Tout est relié, ouais. Non, on voit, ça change, c'est vrai, ça change beaucoup parce qu'il fait quand même une carrière sportive, une clinique en physiothérapie, il a aussi une vie de famille, comme je disais, il a une femme, il a aussi 2 enfants. Donc bien évidemment, durant les camps d'entraînement, Wally, t'es bien passé pour le savoir, on enlève le côté professionnel et on continue l'entraînement, mais comme vous voyez sur cette photo, lui le dit clairement, je ressemble à monsieur tout le monde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que très peu de ses patients le reconnaissent. Il l'a même dit dans une interview qu'il a pris en charge un combattant de MMA qui s'est fait les ligaments croisés. Il l'a reconnu que 6 mois plus tard, pendant la prise en charge, il lui a dit « mais en fait, je t'ai vu pendant le One. » Je t'ai vu mettre un triangle inversé. Ah ouais, chaud en fait. Avec une grosse ceinture là, qui a l'air de faire 12 kilos là. Mais t'es pas pareil en fait en blouse. Et donc en fait, il a un rêve. Donc comme il a dominé le One, aujourd'hui, il veut dominer l'UFC en devenant champion des poids moyens, mais en affrontant Khamzat Chimaev. Donc il a un plan vraiment bien précis pour ensuite, pourquoi pas, monter en poids lourd léger pour avoir un petit doublé coupe championnat. Et pour l'instant, voilà ses débuts à l'UFC. Il a bien commencé avec une victoire par soumission au 3e round contre Gerald Merkert. Qui n'est pas un grappleur de bas niveau. Qui n'est pas un grappleur de bas niveau, effectivement. Donc il obtient quand même la soumission au 3e round.
Franchement, c'était un beau. Bratet. Ouais, c'est un bras-tête là. Mais franchement, l'UFC, ils ont bien géré le matchmaking pour lui. Le premier combat, ils lui mettent Merchant. Ouais, ils se connaissaient en plus et tout. Bon, on a parlé de l'homme, parlons un petit peu de sa façon de combattre, ce qui a façonné celui qui prend 2 ceintures au One quand même. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est son grappling qui est son arme fatale. Reiner, c'est vraiment un boa constrictor. Une fois qu'il vous attrape, c'est terminé. Son style s'est basé sur le contrôle au sol et sur la soumission. Et ça lui a valu quand même 13 victoires par étranglement ou par clé. Donc là, comme vous voyez, c'est son adversaire. Le prochain adversaire, c'est Kevin Holland. On en parlera après. Mais d'abord, il y a un petit côté que j'aimerais voir avec vous deux. Il a parlé de son entraînement. Et pour lui, son entraînement, c'est... Il s'entraîne 30% du temps avec des personnes meilleures que lui. Donc ça dépend de la composante du MMA. Et 70% du temps avec des personnes moins fortes que lui. Donc c'est une question que j'aimerais te poser, Wally. Dis-moi, en quoi c'est important de s'entraîner avec des personnes moins bonnes, plus fortes que toi tout d'abord et après moins fortes que toi? Parce que ça te permet de t'entraîner et de faire répéter les mouvements à plus faible intensité. Parce que t'entraîner avec quelqu'un meilleur que toi ou à ton niveau, c'est compliqué, t'es que dans l'intensité forte à chaque fois et ça te permet pas de répéter les gammes plus facilement. Alors que quand tu t'entraînes avec des gens entre guillemets moins forts que toi, bah ça te permet entre guillemets d'avoir un niveau bien plus élevé. Mais c'est un truc vraiment du JJB. Hein. Ouais. C'est une technique beaucoup utilisée dans le JJB. Beaucoup de ceintures noires, tourner avec des ceintures bleues, etc. Pour devenir fluide en fait. Driller pour que les mouvements soient le plus naturels possible. Parce que si tu fais des trucs de ceinture noire à ceinture noire, bah, ça va être difficile. Tu vois. Ouais. Donc tu te fais la main sur les ceintures. Même mentalement, parce que ça te donne envie d'y croire à ce que tu fais. Parce que tu réussis à le faire, tu réussis à passer tes soumissions ou placer tes gammes. Et tu le répètes avec des gens confirmés, mais tu n'arrives plus à le faire parce que ça devient plus naturel. Très bien. Je ne m'attendais même pas à une explication aussi parfaite que celle-là. C'est fort. Nous sommes des professionnels. C'est pas mal. Et du coup, ça nous amène à donc Derrider contre Holland. Important, j'imagine, pour Derrider, parce que c'est son deuxième à l'UFC. Oui, bon déjà, Reiner, je voulais parler de ce combat parce que Reiner de Ridder, qui est né aux Pays-Bas et qui affronte Kevin Holland, c'est plutôt sympa. J'avoue que tu sais, j'étais parti ultra premier degré. Ouais, ok, j'aime bien. Et donc on va appeler ça un peu le test Holland parce que oui, bon, Kevin Holland, il est dans le dur, il est plus tout jeune, mais il est dur au mal. Et tu pourras bien évidemment en parler, Walid Tandia, ce n'est pas un sac de frappe, il est très difficile à soumettre. Les seules personnes qui l'ont soumis à l'UFC, c'est Khamzat Chimaev et Brendan Allen. Donc vraiment des spécialistes de la soumission. Il faut aussi rappeler que l'an dernier, c'était quand même un ancien top 15 de la catégorie des moins de 84 kilos. C'est son 24e combat à l'UFC, il a de l'expérience. Et est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis qu'une victoire contre Kevin Holland, ça ouvre un combat pour le top 15 ensuite? Ouais, bien sûr, Kevin Holland, c'est un showman. C'est franchement que tu gagnes ou tu perds. Il n'a pas le meilleur palmarès de l'UFC, mais Kevin Holland, ça reste un grand nom. Et tout le monde, moi, Kevin Holland, je vois son nom sur la carte et je me réveille, je regarde la carte. Ouais. Tu vois. Même son entrée à l'UFC, short notice contre Dos Santos. C'est exactement ça. Ce mec, moi, il personne. Vraiment, il est là pour le show, il combat 4 fois par an. Ouais. On dirait un mec que je connais, tu vois. C'est vraiment. Je pense que tu t'es un peu inspiré de lui. Enfin, un peu inspiré en vrai de vrai, mais je me ressens à travers. Tu te reconnais un peu. Ouais, je me reconnais à travers. Il est actif tout le temps là. Pas à travers toutes les performances. Non, oui. Là, je parle vraiment juste dans le fait d'être actif. Ouais, dans le comportement. Et tout le temps proposer des combats, tout le temps. Est-ce que tu aimerais battre son record à l'UFC qui, lui, c'est 5 victoires en une seule et unique année? Franchement, ce serait beau. Ouais, franchement. Ouais, en tout cas, comment je suis parti, si j'arrive à l'UFC comme ça, je pense que ça pourrait se faire. Mais est-ce que en tout cas, j'ai des ambitions pour. Cette année, tu serais capable de faire plus de 5 victoires? Ouais. Ah oui, et j'enchaîne. Ta première année pro? Sur ta première année pro. Bah vous êtes sérieux, les gars? Ah non, mais on pose des. Vous mettez au défi. 24 combats quand même, les gars, en une saison. Ah ouais, bah ouais. Je suis prêt. 5 victoires. 5 victoires, bien sûr. Pousser là-dedans, on va les faire, les gars. Il va nous vanner, on va se retrouver en story chez Duplessis. Les gars, vous avez fait quoi avec mon mec là? En vrai, comment il s'appelle? Patrick Abiro, c'est ce qu'il a fait. Il a fait 5 ans. C'est une perf qui est. Delphine Benouèche aussi. Et aussi, on a Lozen Keita. Lozen Keita, il a fait 6 combats en 2023, je crois. Cette année, il a fait 4 combats, mais je crois que son max de combats, c'est 6 combats, 6 victoires sur une année. Ouais. Si j'ai pas de bêtises. Machine de guerre aussi. Exactement. Alors, il va affronter donc Reiner de Ridder. Pour finir, je dirais que c'est l'élégance et la brutalité réunies dans un seul homme. Il est non seulement l'un des meilleurs grappleurs d'Europe, mais aussi un exemple de discipline et de polyvalence. Combattant, kiné, père, modèle pour les jeunes. Que demander de plus, Sacha?
Bah, juste regardez le combat la semaine prochaine. On peut remercier Anto, s'il vous plaît, pour Anto, cette petite chronique. Big Anto. Merci Anto pour le film plus les chroniques. Le mec s'arrête jamais. Tu nous l'as bien vendu, c'est le crack qui pense être. C'est le dérideur d'RMC Sport. Ah, tu m'as hypé par rapport à ça. Ah, j'espère que vous-même, les abonnés de RMC Sport, les abonnés de Twitch, vous allez regarder le combat parce que vraiment, l'UFC 311 la semaine prochaine, ça promet d'être une très grosse carte. On n'a pas eu le temps, mais parce qu'on voulait vous parler de tous les mecs de la carte, mais on n'a pas le temps sur l'émission du dimanche. Donc vraiment, venez la semaine prochaine. Il y a la carte préliminaire plus la carte principale sur RMC Sport, les amis. Et c'est pas tout. Avant ça, vous allez vous échauffer parce qu'il y a un événement qui est 100% gratuit sur Twitch samedi prochain. Je le place là, c'est l'AEC qui est de retour. Vous le savez, c'était la ligue de référence en amateur, l'AEF. C'est passé en ligue professionnelle et amateur de MMA. Titre chez moins de 70 kilos à Rennes entre Rachman et Lamptouré. T'avais pris une ceinture là-bas, Walid Tandia, tu connais, c'était dans un stade de foot au Horizon Park. C'était la maison, on a ramené tout le cop là-bas, c'était incroyable. Le stade de René. Mon rêve de footballeur s'est transformé en réalité. Et donc ça, semaine prochaine, c'est sur Twitch en intégralité. C'est gratuit, les amis, c'est ici. Les abonnés RMC Sport, venez sur Twitch, vous êtes les bienvenus. Après, vous bifurquez sur l'UFC 311. Dernier défi avant de se quitter. Wally, je profite de ta présence. Le chat est devant toi. Tu vas choisir un nom, n'importe lequel, celui qui t'inspire le plus. Et il va repartir avec le livre d'Alexandre Herbinet qui nous raconte cette année 2024 de MMA qui a été complètement folle, spécifiquement à l'UFC. Donc, ouais, tu choisis un nom et on lui enverra le... Un nom dans le chat. Ouais. Dans le chat. Sauf alors... Bobo Vieri parce qu'il a déjà pris. Alors, l'heureux gagnant de ce chat pour ce soir, ça va être une belle personne avec son fameux youhou. C'est quoi? Une belle personne. Ok, une belle personne. Une belle personne. Tu envoies un DM. Et oui, effectivement, c'est contre Bilal Boulama. Il y a eu un changement sur l'affiche face à Lamptouré. Donc, c'est un très. Bilal Boulama, vous l'avez vu au PEF chez nous aussi. Je suis fan de Bilal. Je le dis officiellement. C'est vrai? Ouais, j'aime trop. Le personnage, comment il combat et tout, j'aime bien. Il me fait penser à qui? Je veux te dire. Même lui, je lui dis, il rigole à chaque fois. Je lui dis, c'est un petit Charles Oliveira. Tu sais, il est en tout maigre. Ça, je lui mets pas du tout la pression. C'est un petit peu comme 20 ans, combattant amateur à suivre, j'aime bien. qui a fait le main event au PEF, qui avait affronté Alan Lonzo, etc. Fait très jeune combattant à suivre, très intéressant. Et ce sera disponible samedi gratuitement sur Twitch. Merci à Jalito d'être venu, j'espère que tu as kiffé. Merci pour l'invitation. Moi, je kiffe toujours. C'est pas la première fois que je viens, j'espère que c'est pas la dernière. Je l'ai pas très bien placé, mais Snapchat, Jalito avec un V à la place du A, c'est important. Et surtout, Jalito Entertainment sur YouTube, les Inside KSW PEF qui sont pas récemment. J'espère qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Bah, fin de semaine, il y a celui de l'Octagone. Avec l'Océanie Keita. Voilà, parfaitement. Merci d'avoir suivi l'Octagone aussi, que nous on avait teasé et qu'on a diffusé, c'était exceptionnel. Donc voilà, vous voyez, Jalito, il va jusque des pays dans l'Est, il va dans des zones très reculées pour aller suivre le MMA qu'on aime. Donc merci pour ce que tu fais, Jalito. Il faisait très froid, mais c'était chaud. Ouais. Walid Tandia, on attend l'annonce du combat, le prochain combat hexagonément professionnel. Du côté de Nantes, a priori, rendez-vous le 1er février. On va rejoindre le COP de Amine. Dans les commentaires, les gars, sur Twitter, la propagande. Wally, rendez-vous à Nantes. On va tout arracher, les gars. C'est, je pense, que l'une des plus grosses perfs, entre guillemets, en début professionnel. Je pense que personne n'a fait un combat aussi rapidement dans le monde pro. Et on est là pour péter les records. Prêt à marquer l'histoire, Walid Tandia. Merci en tout cas d'être passé. Toujours un plaisir d'être avec toi. On va suivre tes aventures sur RMC Sport. Merci Anto, merci Tristan, merci Yass, merci Laurent, tous ceux qui étaient derrière l'émission, bien évidemment. On s'est régalé, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Passez tous une excellente soirée. Vegas. Une bonne semaine. Un peu de repos pour Walid Tandia, un peu de sommeil. À très vite dans le Fighter Club Sunday. Ciao.